sujet qui me semble important parce que je crois que j'ai pas été assez, on n'a pas été assez clair par rapport à ce qu'on fait. Et c'est de notre faute. Voilà, quand tu communiques quelque chose, un message, et il est mal compris, bah, la première chose à faire, c'est de dire bah, tu l'as mal communiqué. Soit le message n'était pas clair, soit le canal de communication que tu as utilisé était parasité, soit... Enfin, il y a plein de... Comment expliquer les choses? On va pas tout de suite dire que les gens... Broutman, merci pour l'abonnement. On va pas tout de suite dire que les gens ne peuvent pas comprendre. On s'est mal exprimé, tout simplement. Donc, je vais prendre juste quelques minutes avant le début du live, avant de laisser Carré et Mina m'augmenter. M'excuserez, hein, vraiment, juste quelques minutes. J'aimerais expliquer en quelques mots, en quelques phrases, ma méthodologie, une autre méthodologie, même si elle diffère voilà, entre nous. Donc je vais parler en mon propre nom. La méthodologie que j'utilise, c'est pas contre les musulmans. Voilà, vraiment, vraiment, absolument pas contre les musulmans. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, mais on parle pas des musulmans. C'est pas parce qu'il faut pas en parler. Pas celui qui veut en parler, bah, il en parle, c'est son problème. C'est pas. Mais moi, j'en parle pas. Parce que j'ai pas envie d'essentialiser, j'ai pas envie d'amalgamer, j'ai pas envie Voilà, je parle de l'islam sunnite. Et je sais que ceux qui pratiquent l'islam sunnite, c'est des musulmans. Je suis pas bête. Bien sûr que c'est des musulmans qui pratiquent l'islam sunnite. Mais nous, on parle vraiment de l'idée qui est l'islam sunnite. Cette religion, comment elle peut impacter de manière directe la vie en société, que ce soit à travers des contraintes sociales ou à travers carrément la loi. Parce que je suis algérien, donc pour les Algériens, elle impacte des deux côtés. Donc c'est un impact social direct, c'est-à-dire merci Hanan. Donc elle impacte les relations sociales entre nous, mais elle impacte aussi à travers la loi. C'est-à-dire il y a plein de limitations de liberté qui n'existent que parce qu'ils prennent leur autorité de l'islam sunnite. Voilà. Mais vraiment, c'est la seule justification à ces limitations de liberté. Ou carrément, vu que c'est le 8 mars, au fait que l'homme et la femme en Algérie n'ont pas les mêmes droits. La seule justification, je précise, la seule justification, merci, la seule justification, c'est l'islam sunnite. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'islam sunnite. Et justement pour montrer qu'il y a une différence, justement, entre l'islam sunnite et les musulmans. Il y a une différence. Et contrairement à ce que pensent les musulmans, la différence ne se situe pas dans le fait que le problème vient des musulmans, pas de l'islam parce que l'islam est parfait, mais c'est l'inverse. Le problème vient parce que c'est l'inverse. Le problème vient parce que l'islam... Merci Hélène. Le problème vient du fait... Merci Marie. Le problème vient du fait que c'est l'islam sunnite qui a des problèmes. Et que heureusement que les musulmans, de un, ne l'appliquent pas, en tout cas pas en totalité. Et heureusement, je l'ai dit plusieurs fois, mais s'il y avait 1,5 milliard de personnes qui appliquaient l'islam sunnite dans sa totalité, ça serait l'enfer sur Terre. Littéralement, ça serait l'enfer sur Terre. Donc ils ne l'appliquent pas. Ils l'appliquent juste sur quelque chose, quelques détails. Généralement, c'est sur la femme, malheureusement, parce que c'est une cible, pense-t-il. Merci. C'est une cible, pense-t-il, plus faible. Il l'applique sur les homosexuels, il l'applique sur les libres penseurs, les athées, les non-religieux. Voilà, c'est des catégories qu'on a identifiées comme faibles, qu'on peut écraser. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'islam sunnite. Et quand on parle, par exemple, je sais qu'on met beaucoup le point sur le mariage des petites filles, ou sur le mariage de Aïcha avec le prophète. En vrai, ce mariage-là de Aïcha avec le prophète, il s'est produit il y a 1450 ans. En vrai, moi je m'en fous. Je peux rien faire. C'est-à-dire, c'est pas un mariage qui vient de se produire et on va faire justice et, je sais pas, punir le coupable. C'est fini, c'est passé. Il y a 1400 ans que cette histoire s'est produite. Donc si on en parle, c'est pour autre chose.
Si on en parle, moi en tout cas, si j'en parle, par exemple de ce mariage, c'est parce que ce mariage-là est utilisé dans l'islam sunnite pour justifier le mariage des petites filles. Et je sais que les musulmans 2024, dans leur écrasante majorité, ben, ils sont contre le mariage des petites filles. Et c'est normal, on est en 2024. On n'est pas on n'est pas il y a 2000 ans où on est ignorant. On n'est plus. Soit que tu le veuilles ou non, tu vis en 2024. Et en 2024, tu es confronté à plein de connaissances, à plein d'informations, à plein de courants qui font de toi que tu es contre ce genre de mariage. Et c'est justement sur ça, moi, que je compte. Je compte sur ce point-là, que les gens avec qui je parle, ils sont comme moi. Je les considère comme mes semblables, à tout point. C'est pas parce qu'ils ont une religion ben, qu'ils vont pas être comme moi. Je pense qu'ils sont comme moi. Et cette réflexion me vient parce que justement je suis algérien. C'est-à-dire que j'ai grandi parmi les Algériens qui sont musulmans. Donc je les ai vus. Je sais comment ils pensent. Je sais comment ils réfléchissent. Je sais comment je pense, comment je réfléchis. Je sais qu'ils sont pleins de bonté. J'ai eu droit, j'ai eu cette expérience de cette bonté. Donc je sais qu'ils sont bons. Je sais qu'ils sont bons et je me considère aussi de quelqu'un de bon parce que justement eux ils sont bons. C'est comme ça qu'ils m'ont élevé. C'est comme ça qu'ils m'ont éduqué. C'est-à-dire je suis à 100% le produit de la culture algérienne. Ben oui, je pouvais pas être le produit d'une culture japonaise. Je suis né à Alger, j'ai grandi à Alger, je suis allé à l'école à Alger. Donc je suis à 100% algérien. À 100%. C'est-à-dire tout ce que je pense, mes idées me viennent parce que je suis algérien. Et ça, les gens n'arrivent pas vraiment à l'intégrer. Et c'est très difficile. Et je le comprends. Parce que justement, c'est difficile c'est difficile de distinguer. Quand on voit qu'il y a des problèmes et qu'on ne prend pas le temps d'analyser et d'essayer d'analyser littéralement et de manière précise et de manière claire et de situer le problème. Parce que c'est la première étape pour résoudre un problème. Et il faut identifier clairement le problème. Et une fois que tu as identifié clairement le problème, tu dois encore essayer d'identifier clairement et de manière précise la solution à adopter. Et c'est très lent comme processus. Ça prend beaucoup de temps. C'est très difficile. Ben, ça saurait, si c'était un truc facile à faire, on l'aurait déjà fait. Mais personne, jusqu'à maintenant, ben le problème est toujours là. C'est-à-dire les gens n'ont toujours pas identifié le problème, n'ont toujours pas identifié la solution. Parce que justement, c'est difficile. Et c'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il est impossible. Moi, je pense que c'est possible. C'est mon côté rêveur, c'est mon côté, je sais pas, disons, je suis pas défaitiste. Voilà, j'ai de l'espoir et je suis obligé. Voilà, je suis obligé d'avoir de l'espoir et d'être optimiste. Je suis condamné à être optimiste parce que le jour où je serai plus optimiste, je ne verrai plus de raison de vivre. Voilà, je vous le dis clairement. Et vu que j'ai envie de vivre, c'est parce que je suis optimiste. Sinon ça se saurait. Donc, si on parle de ce mariage, c'est justement pour montrer le contraste. Pour montrer le contraste entre les musulmans qui vivent aujourd'hui et les musulmans ou les bédouins du 7e siècle. Parce que c'est pas pareil. Les musulmans d'aujourd'hui et les bédouins du 7e siècle ne sont pas pareils. La seule différence, c'est que les bédouins du 7e siècle ont rendu leur pensée, ont rendu leur pensée parole divine, ont rendu leur loi ordre divin. Ça, c'est les bédouins du 7e siècle. Et 14 siècles plus tard, ben, il y a des gens, à force d'endoctrinement, à force de contraintes, de coercition, ils les obligent, ils les endoctrinent à croire que oui, la parole et les pensées des bédouins du 7e siècle est une parole divine. Et on les prend dès le berceau. Dès le berceau. Vous imaginez des enfants qu'on terrorise,
on leur fait tellement peur avec ces histoires-là qu'ils sont obligés de croire. Ils sont obligés de croire. C'est ça l'endoctrinement. Ça ne te laisse pas le choix. Mais moi, je me dis, vu qu'on a utilisé contre que l'endoctrinement, et non pas une façon rationnelle et logique et scientifique pour croire que la parole des Bédouins est une parole divine, on n'a pas utilisé cette méthode-là, parce que déjà on ne peut pas. Cette parole n'est absolument pas ni rationnelle, ni logique, ni scientifique. Donc déjà par définition, on ne pouvait pas. Mais en plus de ça, on utilise une méthode plus efficace, qui donne des résultats directs. C'est-à-dire qui te donne des gens qui ont peur. Et c'est ça. Le but, c'est avoir des gens qui ont peur. Moi, je me dis tant mieux. Parce que c'est là où ma méthode et mon discours arrivent. Moi, j'arrive avec le discours rationnel, avec le discours logique, avec le discours qui s'il donne des connaissances, ces connaissances sont étayées scientifiquement, prouvées. C'est là que mon discours intervient. Je sais que ça va pas toucher 100% des musulmans. C'est pas mon but, moi. Mon but, c'est de toucher un maximum de musulmans. Un maximum. C'est-à-dire, j'ai déjà parlé avec Mihoub, mais moi, le chiffre par exemple, dans le cas de l'Algérie, je laisse pour les Français analyser leurs propres objectifs, parce que je ne suis pas français, c'est-à-dire déjà que mon analyse va être biaisée. Mais pour le peuple algérien, moi, j'estime qu'à 40-45% de la population algérienne qui ne peut plus être manipulée par l'autorité religieuse, ça va provoquer un point de basculement. Si on est 40% à ne plus être sensible à cet argument qui dit « mais c'est Allah et le prophète qui l'ont dit », si on est 40% à ne plus être sensible à cet argument, il va y avoir un point de basculement. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Donc moi, je vais compter sur l'intelligence, sur la rationalité, sur la logique, sur l'amour des connaissances scientifiques d'au moins 40% des gens, ou de 50%. Je compte sur ça. C'est la méthode que j'ai choisie après des années de tentatives, d'analyse, de compréhension. C'est la méthode que j'ai choisie. Si vous pensez que vous avez une meilleure méthode, faites-la. Sérieusement, faites-la. Mais moi, ça c'est ma méthode à moi. Je compte sur l'intelligence des gens qui m'écoutent. Qu'ils soient athées, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Je compte sur leur intelligence. Parce que moi, je compte sur mon intelligence. C'est-à-dire que je me comporte avec les autres comme j'aimerais que les autres se comportent avec moi. C'est-à-dire quand je dis à quelqu'un ta croyance elle est irrationnelle, voilà pourquoi, c'est parce que j'aimerais que si ma croyance à moi, parce que j'ai plein de croyances, que si ma croyance à moi est rationnelle, est logique, j'aimerais qu'on me le dise. J'aimerais qu'on me le dise. Et qu'on me le dise de la manière la plus efficace possible. Ça veut dire sans m'insulter, ça veut dire sans me braquer, sans m'insulter, sans m'intimider, sans m'invectiver, mais en parlant directement à mon intelligence. On va me dire, Jack, tu crois à ça, pourquoi? Je vais leur donner des raisons, ils vont me dire, les raisons que tu viens de me donner, Jack, sont illogiques, voilà. J'aimerais qu'on me fasse ça si j'ai des croyances, j'en ai forcément. J'ai plein de croyances, il y en a forcément qui sont complètement claquées au sol. J'aimerais les corriger. Donc vu que j'aimerais les corriger, donc j'apporte la même chose aux autres. Aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le deuxième point essentiel, c'est que... Pardon. Le deuxième point essentiel, c'est que mon discours, vu qu'il se concentre à 100%, je le répète, il se concentre à 100% sur la religion, et non pas sur les religieux, j'estime que cette parole a été absente pendant trop longtemps. Vraiment, trop longtemps. Ça veut dire une critique de la religion elle-même. Ça veut dire démontrer que cette religion est illogique et irrationnelle et complètement barrée question connaissance scientifique. Ce discours-là, il est absent depuis trop longtemps. Et ça a des répercussions directes. C'est quoi les répercussions? Imaginons, toi,
Tu crois à quelque chose dans ta vie, depuis que tu es petit, tu crois à ça. Et il n'y a aucune critique à ce que tu crois. Aucune. Zéro. Ça veut dire que toute ta vie, tu n'as jamais été exposé à la critique de ce que tu crois. Ben, il y a un problème. Parce que de un, comment tu vas savoir que ce que tu crois est vrai? Tu n'as jamais été exposé à la critique de ce que tu crois. Comment tu vas savoir que ce que tu crois est vrai? Et deuxièmement, cette croyance chez toi va devenir absolue, va devenir une vérité absolue. À tel point que si quelqu'un tente une petite critique, vraiment une petite critique, tu vas prendre ça comme une insulte personnelle. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand on croit à quelque chose et que quelqu'un, juste parce qu'il gratte juste un peu ta croyance, tu prends ça comme une insulte personnelle, comme s'il avait insulté ta mère ou je ne sais pas quoi, mais c'est très grave. Parce que ça provoque de gros dégâts dans la société. Ça provoque d'énormes dégâts dans la société. Quand quelqu'un arrive à amalgamer de manière aussi forte ce qu'il croit avec sa propre identité, ça provoque énormément de dégâts dans la société. Mais moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où il y a une frange non négligeable de la population dont la religion fait partie intégrante de leur identité. Et parce que on s'est empêché de la critiquer. Mais il faut que ça change. Il n'y a aucun souci si tu veux être musulman suit, il n'y a aucun souci. Sois musulman. Tu es libre de ta religion. Chacun il est. Moi, je suis libre d'avoir ou pas de religion. Et toi aussi. Mais il ne faut pas non plus avoir des réactions surdimensionnées, exagérées, parce qu'on a touché à ta religion. C'est grave ça. Qu'on arrive à menacer de mort quelqu'un juste parce qu'il t'a dit, moi, Mahomet, il me pose problème. Tu arrives à l'insulter, à le menacer de mort. C'est qu'il y a un problème. Et c'est pas ta faute, hein, je vais le dire. Hein. C'est pas ta faute, mais tu dois assumer une responsabilité. Quand je dis c'est pas ta faute, ça veut dire on doit analyser les choses. Comment on en est arrivé là. Mais sinon, quand tu es adulte et que tu menaces de mort quelqu'un, tu es responsable. Donc c'est pas ta faute parce que justement, les gens qui savent se sont empêchés de critiquer. Et moi, là, je vais quitter un petit peu l'Algérie et je vais venir en France. Pourquoi les gens s'empêchent de critiquer l'islam, hein, je répète, l'islam. Je ne parle pas des musulmans, l'islam. Pourquoi les gens s'empêchent de critiquer l'islam en France? Pourquoi ils ne s'empêchent pas quand il s'agit du catholicisme? Pourquoi ils ne s'empêchent pas quand il s'agit du catholicisme, mais quand il s'agit d'islam, là, il ne faut pas? Est-ce que ça veut dire que beaucoup de Français prennent les Français musulmans pour des gens violents? Ils les prennent pour des gamins? Ils ne leur font pas confiance? Ils ne les respectent pas? Ça veut dire que vous respectez les catholiques, mais vous ne respectez pas les musulmans. Ça, c'est du racisme. Donc oui, je vais le dire, hein, peut-être que ça va choquer quelques-uns, mais s'il y a des problèmes avec une frange de la population, disons, qui est musulman, c'est pas les musulmans, mais qui est musulman, en France, c'est à cause du racisme. Mais pas le racisme dont vous pensez. Le racisme de ceux qui pensent qu'il ne faut pas critiquer cette religion parce que les religieux de cette religion ne sont pas assez adultes, ne sont pas aptes ou ne sont pas assez matures pour écouter la critique de leur religion. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. Et c'est un paternalisme, mais complètement essentialiste. Hein. Tu as une religion, à partir du moment où tu as une religion, par exemple, si ta religion c'est le catholicisme, tu es capable d'encaisser la critique. Mais si ta religion c'est l'islam, tu n'es pas capable d'encaisser la critique. Donc on va essentialiser, en plus on va faire du paternalisme. Donc c'est le combo parfait d'un comportement raciste. Et c'est ce comportement raciste-là qui existe en France, et même un peu ailleurs en Occident, qui provoque les dégâts dans la société. C'est ce racisme-là. Ça veut dire, si moi j'ai un combat, ça sera celui-là. Je me bats contre ce racisme.
Je me bats contre ce racisme. Vous pouvez m'appeler un antiraciste. Et comment je déploie mon combat en poussant les gens à se comporter entre eux de la même façon. Il ne faut pas changer de comportement par rapport à la couleur de peau ou par rapport à la religion des personnes que tu as en face. Ne change pas de comportement, s'il te plaît. Si tu as un musulman en face de toi, comporte-toi de la même façon que si tu avais un athée ou que si tu avais un catholique. Ne change pas de comportement. Parce que c'est ce comportement-là. Ça veut dire que tu changes en rapport à la religion de la personne, c'est ça qui provoque des dégâts. Même si pour toi, tu as l'impression de faire le bien, tu protèges rien du tout. C'est des adultes. Les musulmans français, c'est des adultes. Ils n'ont pas besoin de ta protection. Protège-toi toi-même si tu veux, protège tes enfants, mais laisse les musulmans tranquilles. Ils ont le droit, comme les catholiques, comme tout le monde, les musulmans français ont le droit d'écouter la critique de leur religion. Ne leur enlevez pas ce droit, s'il vous plaît. N'ayez pas ce comportement paternaliste et essentialiste, ce comportement raciste. Changez, il est temps de changer. Si vous ne voulez pas être raciste, alors changez, ne soyez plus raciste. Merci beaucoup. Donc je vais faire monter Mihoub déjà. Je pense qu'il a un truc à dire. S'il est là, bien sûr. Est-ce que tu as reçu mon invitation, Mihoub? Bonjour. Bonjour. Tu m'entends? Oui, 5 sur 5. Putain, tu es devenu un gourou de Facebook, là. Tu parles comme les gens, tu es devenu un nourba, là, de Facebook, là, qui parle à les gens. Tu peux ouvrir un live de 7 heures et tu parles à les gens. T'as pas besoin de faire monter les autres. Bon, très très bien, Jack. Merci pour le discours. Bon, voilà, c'est du Jumu'ah. C'est le vendredi aujourd'hui. T'as un truc à dire ou je te laisse? Non, pas beaucoup de choses. Je suis là juste pour s'amuser, pour échanger avec mes frères et sœurs, pour parler de notre sacré prophète et de Allah. C'est tout. Je fais rien moi. C'est juste pour partager avec les gens. Et je suis vraiment content d'être là parmi vous. Parce que cette semaine, c'était une très bonne semaine pour moi. Bon, j'étais un petit peu fatigué, bien sûr, mais je suis quand même, il y en a beaucoup de choses. Il y a des actions. Je vois le comportement de l'autre côté qui essaye toujours avec des comportements différents, des menaces, d'essayer de faire beaucoup de trucs. Et même maintenant, je pense qu'ils ont essayé de faire venir ce qu'on appelle des savants. J'ai vu Haytham Talat plusieurs fois dans le TikTok cette semaine. On a aussi le coraniste musulman sunnite Wassim Youssef, il est là pour répondre aux questions des gens. Et c'est pour ça qu'on est fiers, Jack. On a réussi à provoquer quelque chose. Et c'était toujours mon but, franchement. C'est ça que je veux. Et j'attends toujours provoquer les choses politiquement en Algérie pour un échange. C'est ça mon but. J'ai remarqué aussi un changement cette semaine, mais si tu me le permets. Oui. Le fameux discours, il ne faut pas leur parler. Tu connais, Mého. Mais justement, nous, c'est ce qu'on cherche. Voilà. On cherche à imposer ça. Les gens n'ont toujours pas compris, mais on cherche à imposer ça. Qu'il ne faut pas nous parler. Parce qu'à partir du moment
où vous avez décidé de déserter comme ça le débat public sur la religion de l'islam, ben pour nous, on a déjà gagné. Parce que c'est ça la laïcité. C'est ça la laïcité. Quand tu décides de ne plus parler de ta religion et ne plus essayer de l'imposer dans l'espace public, tu la gardes dans ton espace privé. C'est ça la laïcité. Parce que nous, on va pas déserter l'espace public. On va parler de la religion. Ça veut dire, tu vas passer à côté de notre live, tu vas écouter qu'on critique l'islam et tu vas rien dire. Ça va pas te poser de problème. Tu vas partir dans un live privé et parler de l'islam. Moi, ça me va. Je vous assure, hein, moi, ça me va. Et si ça existe et ça peut se concrétiser sur TikTok, comme ça s'est concrétisé dans d'autres applications, mais on va parler de Clubhouse et tout, comme si ça peut se concrétiser sur TikTok, donc ça peut se concrétiser aussi dans l'espace public, ça veut dire en incluant l'espace public réel. Ça veut dire si sur TikTok, il suffit de ne pas se laisser faire et de critiquer la religion ouvertement de manière publique pour que les gens qui essayent de la défendre se retirent, ben c'est ça qu'il faut faire dans l'espace public aussi. Et il faut critiquer cette religion de manière très précise et de la bonne façon et de manière publique pour que les gens aient l'habitude d'écouter cette critique de leur religion et ils se retirent. Ils laissent l'espace public il va plus être parasité par cette autorité. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire, il y a, je sais pas moi, il y a une année quand on a commencé sur TikTok, tu te rappelles, mais peut-être que le TikTok français, ça fait 3 mois qu'on a commencé. Je vous assure, hein, quand je suis arrivé sur le TikTok en français, il y avait que ça. Il y avait que ça, des lives de promotion de l'islam. Et ça parlait. Il y avait que ça. Aucune parole qui contredisait ce qu'il disait. Je parle des textes, hein. Je parle pas des gens qui parlaient des musulmans, non. Je parle d'une critique de la religion et la mise en contraste avec la logique et la rationalité et la science. Donc ils avaient, comment on dirait, ils étaient légion sur TikTok. Voilà, même pas 3 mois, 4 mois plus tard, il n'y a plus rien. Et ça va aller en crescendo, je vous le dis. Parce que nous, je sais pas, moi, en tout cas, je vais parler en mon nom et en mes hopes, et celui de Kalim et de celui d'Amina, on est rodé. On va pas se fatiguer. Ça fait des années que ça dure. Ça va continuer encore longtemps. Parce que c'est ça le combat qu'on a choisi de mener. Et on pense que c'est un combat noble. On pense vraiment que c'est un combat noble. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et on va pas s'arrêter. On va vraiment pas s'arrêter. Et plus vous allez vous empêcher de nous parler, plus mieux c'est pour moi. Ça veut dire que ma parole ne va pas être contredite de manière publique quand je vais parler de la religion. Et c'est tout ce que je veux. Vraiment, c'est tout ce que je veux. Quand je critique de manière publique cette religion, que les gens acceptent. Voilà, tout simplement. Vas-y, Miho, pardon, je t'ai coupé la parole. Pas de souci. Non, moi, je te dis que ça se passe très très bien pour le moment. Rien, il n'y a pas le mic. Ok, tu m'entends? Tu m'entends, hein? Je t'entends pas très bien. Ah bon? Peut-être que c'est chez moi. C'est chez toi peut-être. Peut-être. Okay. Alors, franchement, je suis quand même satisfait et je trouve quand même il y a un petit peu de différence entre les lives en algérien ou en arabe avec des lives surtout en français parce que alors cette semaine-là j'étais obligé quand même de participer à quelques lives en français parce que je trouve que ils essayent tout le temps de manipuler, de jongler, de dribbler avec les textes. Et franchement, hein, ils donnent jamais de vraies explications qu'on le trouve en arabe, des textes. Il y en a des gens qui font un super job là, qui essayent d'ouvrir des lives, de parler des textes et tout, mais quand même ils connaissent pas, franchement, ils connaissent pas très très bien l'autre côté là. Parce que pour eux, ils sont franchement pas intéressés de discuter les textes. Je peux dire qu'ils ont obligé maintenant
de venir, surtout chez les lives en français là, pour discuter ça. Et on sait qu'ils ont pas des arguments. Tu peux pas défendre le mariage des enfants, tu peux pas défendre beaucoup de choses. Alors il essaye bien sûr de manipuler les textes. Et on est aussi happy parce que maintenant, le dernier temps, on voit beaucoup de coranistes. Même parce que moi, j'aime pas les coranistes, mais franchement, c'est choquant. Tous mes frères musulmans sunnites, ils sont devenus des musulmans coranistes. Franchement, hein. Ou bien s'ils montent chez nous, des musulmans sunnites, ils descendent des musulmans coranistes. Ah, moi, je crois pas à cette merde de Bukhari, là. Et je crois pas à cette merde d'explication de versets coraniques. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je pense qu'elle va amener à quelque chose que Jack, il a mentionné tout à l'heure, qui vont pas essayer d'utiliser ces textes-là comme autorité religieuse. Surtout dans le terrain. Et moi, je parle surtout de l'Algérie, là, mon pays. Merci. On va écouter Amina et on va commencer. Je te laisse t'occuper, Béro. Bien sûr. Faire monter les gens. Bonsoir, Amina. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Jack. Bonsoir, mes beaux bros. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue dans le live. Vous m'entendez? Je pense que c'est toi qui as un problème, hein, parce que tout à l'heure... c'est moi qui ai un problème, en fait. Ok, je vais augmenter le son chez moi. Ouais, je pense, hein, parce que tout à l'heure, j'entendais bien. Vas-y, Amina. Okay. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur quelque chose, c'est juste que bienvenue au live et puis let's go. Musulmans sunnites, s'il vous plaît. 6 ou 7. Donc, on va laisser pour les musulmans sunnites. Il faut respecter nos frères. Il faut écrire numéro 1, le tawhid. Allah. Okay. Numéro 1 pour les musulmans sunnites. Et s'il y a quelqu'un, un nanti qui veut raconter son histoire, écrit numéro 106. Désolé. Voilà. Allez, ala barakatillah. Vous pouvez demander, écrire. Il y a Lucifer là. Jack, c'est Satan. C'est les gens. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a écrit. J'aurais dû le faire épingler ça en commentaire. On peut le faire. On peut descendre si tu peux pas le faire. Oui, on va descendre comme ça. Tu vas l'épingler. Oui. Parce que Satan, on a besoin de lui, Satan. Voilà, vas-y Mina, si tu peux descendre. Parfait. Voilà. Si vous pouvez, les amis, s'il vous plaît, voilà, on est 2000 personnes sur le live. Si vous pouvez juste vous abonner à ce compte pour qu'il puisse, à son tour, venir nous aider et partager son savoir avec vous. Lucifer, ou comme je le connais moi, Satan, c'est quelqu'un qui a tout mon respect. Voilà, c'est quelqu'un aux côtés de qui, quand j'étais sur Clubhouse en train de débattre, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses, que ça soit sur la côté scientifique, la rationalité, la logique, la politique, la démocratie, même l'islam et tout. Donc si vous pouvez juste nous aider, j'aimerais bien que Lucifer puisse avoir je pense qu'il peut déjà monter. Je pense. Hein. On va essayer. Si tu peux accepter, dis-moi. Tu dis n'importe quoi, Jack. Il faut avoir mis. Je vais voir. Non, mais ça va. On est plus de 2100. Il y aura beaucoup de gens. Je sais, dans 5 minutes, 10 minutes, il y aura au moins 1000 followers. Musulmans sunnites numéro 1, s'il vous plaît. Écrivez numéro 1 et demandez. Ou s'il y a quelqu'un qui veut raconter son histoire.
Ouais, il y a quelqu'un dans l'histoire m'a plu, Meho, qui est venu chez toi. J'aimerais bien qu'il repasse. Merci. J'aimerais bien qu'il repasse chez moi. Oui, oui, justement, je voulais mentionner quelque chose, Jack, parce que c'était, franchement, hein, il y a un truc qui m'a fait vraiment mal cette semaine. C'était le témoignage de la femme là, qui était divorcée, Non, ouais, ça c'est autre chose. Non, là, ça, là. il a obligé. Ça m'a fait, franchement, hein, j'ai parlé Moi, ça avec. m'a anéanti. Ça m'a anéanti, moi, Meho. Oui, oui, mais ça m'a fait, franchement, qu'en 2024. Et là, tu vois l'islam, justement, tu parlais de ça, l'islam, l'autorité religieuse, Jack. Parce que même si son mec était ouvert et tout, l'autorité religieuse, là, les imams, ils l'ont obligé de divorcer avec sa femme. Parce qu'elle a quitté l'islam. Parce que je pense que c'est quand même grave en 2024. Bon. On essaye de faire monter quelqu'un, mes émotionnés. Mes amis, mes émotionnés, écris le numéro 1. Il n'y a personne qui écrit numéro 1. Bah, tant mieux. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, Meho. Ça veut dire que on est déjà dans la tolérance exigée, dans la tolérance exigée par la démocratie, Meho. C'est-à-dire qu'on entend la critique acerbe de sa religion et bah, dans l'espace public, et ça donne pas envie de monter la défendre. Ils ont venu chez moi, Jack, et pleurer ce soir. Il y a beaucoup, surtout les musulmans français, ils m'ont dit que Jack, Karim, tous ils l'ont bloqué, il reste que moi. Islamo-bobo et compagnie. Ouais, t'es le plus patient d'entre nous, hein, avec certains. Non, moi, je bloque jamais les gens, hein, franchement. moi, je vais te dire pourquoi, mais parce que je t'assure, parfois, voilà, vous allez pas me croire, hein, mais je vous assure que parfois je pense en musulman. Je vous assure. Je me dis, non, je peux pas laisser un représentant comme celui que tu viens de citer, mais Islamo-bobo, défendre à chaque fois l'islam. Et c'est lui le représentant. C'est pas possible. Je me mets à leur place et je me dis, ils doivent détester ça. Ils doivent haïr ça. Et je leur rends service, voilà. Je suis sûr qu'il y a des musulmans beaucoup plus aptes, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus cultivés, qui peuvent défendre l'islam. Mais on n'est pas obligé de. Il faut jamais dire. On l'a fait monter une fois, deux fois, trois fois, mais. Il faut plus jamais que ça, dire. C'est de l'acharnement. Je t'assure, c'est de l'acharnement. Il faut jamais dire bravo à Jack. Moi, je suis contre Amioub. Hein. Moi, je suis le dieu de la liberté d'expression. Je bloque jamais les gens. Il était chez moi. Il m'aime beaucoup, Jack. Et moi, je l'aime bien, les gens. Je pense même et je te jure, dans 3 semaines, 4 semaines, tu vas trouver Alex Islam, comment elle appelle l'autre Jésus musulman. Tous sont chez moi. Mais moi, je vais l'obliger de parler l'arabe. Parce que ces gens-là, ils parlent l'arabe, Jack. Hein. C'est juste qu'ils ont peur. Parce que non, il parle pas arabe. Non, Islamo-bobo, il parlait l'arabe avec moi. Si, il lit l'arabe. Hein. Oui, bien sûr. L'arabe. Si, tout à l'heure, il a lu. Si. On l'a fait lire, justement, des hadiths. Je l'ai il lit l'arabe. Je ne sais pas s'il le comprend, mais il sait lire. Jack, je l'ai oublié. J'ai des doutes bien fondés. Non, mais on l'a oublié. Mais on l'a obligé quand même à lire. Des hadiths en direct. À ouvrir la cam et lire. Donc, il sait lire. Il fait semblant. Bon, parce qu'il sait mieux maquiller en français qu'en arabe. Buonasera. Badis, bonsoir. J'espère que les gens respectent notre choix. On va faire monter aussi notre amis. Il faut juste nous donner un petit peu de temps. Oui, juste un peu. Ouais, bonsoir Miho. Bonsoir Jack, Karim, Amina, bonne fête. Et puis طلعت juste ما ندير لكمش بزاف تاع الوقت. Jack, s'il te plaît, الكتاب. C'est le livre qu'on attend depuis longtemps, puis moi personnellement je l'attends. مازال ما جاش. C'est ça, c'est juste c'est pour ça que je suis monté. Tu n'as pas écrit le chiffre 1? Non. Mais oh. Mais pas de souci, Jack. Être patient, Jack. Les gens, ils t'aiment bien, Jack. Les gens, ils t'aiment bien. Faut apprécier l'amour, Jack. Moi, il y a personne qui m'aime. Regarde.
Les gens, ils t'aiment, ils y donnent de l'amour. Et toi, merci beaucoup, mon ami. Hein. T'inquiète pas, c'est pour 2024, Badis. Merci. C'est juste que c'est pas facile à... Comment dire ça? À figer ce que tu penses. Je t'assure, c'est le problème numéro 1 que j'ai avec le fait de finaliser le livre. C'est de figer ce que je pense. Alors que il y a plein de choses où j'évolue constamment. Et je me dis ce que j'ai écrit finalement, je pouvais le faire mieux ou carrément, je pouvais le dire autrement. Et ça... Bonsoir, Aktayeb. C'est pas facile. Bonsoir. J'ai tapé 106 par contre, moi. 106? Oui. Tu es 106? 106. 206. Bravo, mon ami. Pourquoi tu es 106? Pourquoi tu choisis d'être 106? Je suis ancien musulman, moi aussi. Ça fait une petite paire d'années que j'avais capté que c'était plus vraiment la vraie religion, on va dire. Mais c'est depuis Jack que j'ai prononcé la phrase dans ma tête. Bon, en fait, je suis athée. C'était quoi, il y a 2-3 mois. C'était les vidéos en 1v1 que tu faisais, Jack, sur YouTube. J'en avais vu 2 ou 3. Et c'était là qu'en fait j'ai compris qu'officiellement, en fait, oui, ça y est. Mais moi, ce qui m'avait fait basculer, c'était l'histoire de Zayd. À l'époque, quand j'avais lu ça, je m'étais dit qu'en fait, voilà, qu'on m'avait pris pour un con un peu pendant 30 ans. Et voilà. Ah oui. Et donc maintenant, tu es français? Je suis français d'origine turque, on va dire, franco-turc. Je suis né et grandi en France, par contre, français. Donc tu étais musulman sunnite? Musulman sunnite, ouais. Par contre, moi, j'ai appris l'islam que par le côté turc, turcophone. Okay. Et on a une vision un peu plus différente par rapport aux arabophones, j'ai remarqué, parce qu'on a développé une stratégie. Tout ce qui est mauvais, qu'on pourrait associer à l'islam, nous, on l'associait aux arabes. On prenait ce qui était bien, et ce qui était mal, on disait ça, c'est pas l'islam, ça, c'est la culture arabe. C'est comme ça qu'on se défend entre guillemets. Ouais, chacun sa méthode de fuir la réalité. Exactement. En fait, en Turquie, il y a une synthèse entre l'islam et la nationalité turque, on va dire. Depuis Atatürk, il y a une synthèse qui est restée. Et du coup, voilà. Et comment te dire ça? Dans la famille, tu es officiellement apostat ou... Quand on me pose la question, je le dis. Mais j'ai pas une famille très pratiquante, du coup le sujet s'ouvre pas trop. Mais j'hésite pas à le dire quand le sujet s'ouvre. Mais je n'ouvre pas le sujet moi-même. Par exemple, je crois que le Ramadan va commencer, justement. Ouais. Tu vas le faire ou tu vas jeûner ou pas? Non, ma femme va le faire. Je lui ai dit que je le ferai pas. Et tu l'as dit pourquoi? Non, elle m'a pas demandé pourquoi. Je pense qu'elle a peur de la réponse aussi. Et j'ai pas voulu trop la titiller sur ça pour l'instant. Mais ça viendra là la semaine prochaine. Ça sera officiel aussi là-bas. Et comment tu vis ça, toi? Est-ce que tu ressens... Bon, ça m'intéresse, ça, je te le cache pas. Pour un apostat français, j'aimerais savoir comment il vit ça. Est-ce qu'il ressent des contraintes? Est-ce qu'il ressent des pressions ou alors pas du tout? Pression, non. Je revis au contraire. Je vis mieux. Je profite de la vie. Non, je parle socialement. Socialement. Pas au niveau personnel, non, vraiment. Ouais. Socialement parlant. Socialement parlant, bon, j'ai pas subi de pression. J'ai pas un entourage qui est du style à mettre la pression non plus. Après, je fréquente pas vraiment trop beaucoup de musulmans. J'ai beaucoup un entourage très varié. Donc, moi, j'ai la chance de pas subir de pression, pour l'instant en tout cas. Mais c'est très bien. Je suis très content de ce que tu dis. Voilà, d'habitude, j'entends plutôt l'inverse. Et ça m'inquiète, je te le cache pas. C'est inquiétant. Là, ça me rassure. Ouais, moi ça va pour le moment. Et du coup, j'essaie un peu de faire à mon échelle sur TikTok des petites vidéos explicatives un peu, pareil, sur les vérités scientifiques, des trucs du style. Mais c'est bien, ça veut dire que tu participes. J'essaie, ouais. J'essaie à mon échelle, ouais. Est-ce que tu as une chaîne à promouvoir? TikTok pour l'instant, uniquement TikTok. Celui-là? Celui-là, ouais.
Donc les gens peuvent s'abonner chez toi pour avoir accès à ces vérités scientifiques. Bien sûr, là, cette par exemple, scientifique du Coran. Ouais, je travaille sur une vidéo sur. C'est pas une vérité scientifique, c'est l'histoire des captifs de guerre et de la manipulation qu'il y a autour de ça. Qu'on essaye de faire passer l'esclavage uniquement pour une histoire de captifs de guerre. Je récolte les sources, tout ça, et plus qu'à préparer la vidéo. Et tu le fais à visage découvert ou pas? Pas pour le moment. Depuis qu'il y a eu l'histoire là, avec les autres apostats, je pense le faire à visage découvert. Tu penses que c'est ce qu'il faut faire? Ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut assumer ce qu'on est. Je sais pas. Je sais pas si vraiment il y a. J'ai pas d'avis tranché dessus là pour le moment. Tu analyses. J'analyse exactement. Bah, très bien. Comment t'as connu Jack la première fois? Ça, c'est une très bonne question. Je crois que c'est l'algorithme TikTok, par hasard. J'ai eu un petit morceau de vidéo, et puis j'ai cherché sur YouTube. Et de là, j'ai enchaîné. Je regarde toutes vos vidéos depuis un petit moment. J'essaye de suivre au maximum les lives. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous, ouais, avec plaisir. Et tu parles turc, tu parles turc et tout? Oui, je parle turc comme ma langue maternelle. Et vite. Est-ce que tu penses que la prochaine, tu vas essayer de faire des lives en turc et expliquer à tes... Je sais pas, parce que sur TikTok, je suis pas tombé sur des lives en turc. Je sais pas comment marche l'algorithme, mais je sais pas comment ça se passe au niveau de la Turquie, au niveau des apostats. Y en a, je sais, j'ai quelques youtubeurs que je connais. Je sais pas s'ils font des lives, tout ça, faut que je me renseigne. Mais je pourrais participer, ouais, éventuellement. Ouais, ça serait intéressant, c'est vrai. Je pense qu'il y a une forte communauté turque en France. Oui. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils le font comme nous, parler des textes et ne pas parler des musulmans? Non, en Turquie, c'est toujours, chez les Turcs, c'est toujours la phrase de Youssouf Islam, là. Heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans, on est plus là pour le moment. On pense que c'est à cause de certains musulmans qu'il y a des problèmes. On ne remet pas encore en question l'islam. Et même les anti-religions, on va dire, turcs, sont dans la même ligne pour l'instant. Il n'y a pas de critique de texte. C'est très très rare. Je dirais même, tu me permets, si je me trompe, tu me corriges, ils sont dans la même ligne, ils sont très dans une approche autoritaire pour régler le problème. Et ce n'est jamais bon. Vraiment, je le dis, je le redis. Je sais que c'est très difficile d'entendre cette parole, mais annuler des libertés juste pour lutter contre une idéologie comme ça, comme l'idéologie islamiste, ce n'est jamais bon. Parce que même si vous allez vaincre cette idéologie, si ces libertés-là que vous avez concédées, vous allez les perdre à tout jamais. Et ça va se transformer tout simplement en un État autoritaire, peut-être même dictatorial, ou bien sûr, où l'islamisme n'a pas son mot à dire. Mais vous non plus. Parce que justement, il n'y a plus de liberté. La meilleure façon de combattre justement ce genre d'idéologie, c'est au contraire. C'est de pousser tout le monde à s'exprimer et à donner son avis. C'est pas le fait Moi, je reviens toujours à la phrase d'Albert Camus, que je trouve vraiment pertinente. À chaque fois, j'y reviens. Désolé pour le fait que je répète, mais parfois, il faut répéter. La phrase qui dit, quand la démocratie est malade, le fascisme vient toujours à son chevet, et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. C'est-à-dire, j'espère que c'est clair, mais si c'est pas clair, ça veut dire que quand une démocratie est malade, le fascisme vient pour la remplacer. Voilà, tout simplement. Les gens pensent, qu'il y a un problème, ça ne marche pas bien, et il est temps de concéder plein de libertés, justement, pour combattre ces idéologies qui veulent s'imposer ou qui se voient hégémoniques. Mais au bout d'un moment, tu as cédé tellement de libertés, tu te bats pourquoi finalement? Justement, à propos de ça, quand j'ai arrêté de vraiment en croire, je me suis beaucoup penché sur la politique d'Atatürk en Turquie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Quand je parlais, je pensais à lui. Bien sûr. Et je me disais, justement, avant de vous connaître, qu'il a eu raison
et qu'il a même pas fait assez pour lutter contre ça. Mais là, je me dis que en fait, c'est pas du tout la bonne solution pour de vrai. C'est exactement ça, parce que on les a empêchés de s'exprimer pendant des années, et à cause de ça, là maintenant, on a un gouvernement où les gens ont voté uniquement parce qu'il était musulman, parce qu'il montrait son appartenance religieuse. Exactement. Tu as tout compris. Et ça a relâché. Maintenant, c'est le contraire. Oui. Oui, c'est exactement ça. Parce que tu sais, une dictature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va infantiliser les citoyens. Justement, c'est quoi infantiliser dans le sens propre du terme? C'est des enfants. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de faire plein de trucs. Parce que c'est des enfants. Donc, on va pas les laisser être libres de leurs choix ou de leurs paroles ou de leurs actes. On va les limiter. Parce qu'ils sont pas assez responsables. Parce que c'est ça, la liberté, c'est elle qui te donne la responsabilité. Donc, quand tu vas infantiliser tout le temps tes citoyens, donc ton peuple, ben, des citoyens composés d'enfants ne va pas te donner une société démocratique qui respecte les droits de l'homme. Ça n'a aucun sens. Une dictature, Mihob, tu fais beaucoup de bruit, hein. Une dictature ne va pas te donner une démocratie. Ça saurait si c'était le cas. Une dictature va te donner une autre dictature. Il faut autre chose pour qu'il y ait démocratie. Et je répète, hein, la démocratie, ce que c'est, parce qu'apparemment, les gens savent pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui gouverne en respectant les principes démocratiques, qui sont les libertés et droits individuels, les libertés et droits collectifs, et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient religieuses, ethniques, couleur de peau, de sexe, d'orientation sexuelle, on s'en fout. On est tous égaux avec ces droits-là, donc qu'ils soient individuels ou collectifs, on est tous égaux devant la loi. C'est ça la démocratie. Point. Voilà, il y a un point final. Point. Ça c'est la démocratie. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent même pas à assimiler, te disent ouais mais la démocratie nous a amené l'Amérique qui bombarde l'Irak. C'est quoi le rapport? La démocratie est un système interne, à l'interne de la société. On va pas confondre démocratie avec les politiques étrangères, ça n'a aucun sens. Donc essayez d'être un petit peu plus précis dans vos mots, s'il vous plaît, parce que j'ai vu quelques vidéos et je pense que il y a un problème grave dans la pédagogie, que ça soit en Algérie ou en France ou je sais pas quoi. On n'apprend plus les concepts comme démocratie, comme humanisme, comme droit de l'homme, on les apprend plus. On pense que les gens savent ce que c'est. Ben non. Si on les étudie pas, tu sais pas ce que c'est. Merci. Tu vas finir par dire n'importe quoi. Merci beaucoup, mon ami. Tu vas me faire descendre, mais oh. Merci à vous. Ok, merci à Taïber. Merci et merci pour partager avec nous. Allez. Elissa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si je me trompe pas, c'est le couple franco-tunisien. Très forte, oui. Exactement. Donc, je suis passé pour témoigner. Et bah voilà, pour raconter un petit peu notre histoire. Donc moi, ça C'est fait... qui? Moi, je te connais pas. Oui. Du coup, on est le couple franco-tunisien. J'étais passé chez Mihoub. Je vois pas du tout qui c'est. Bah c'est pas grave, c'est l'occasion. Ah bah voilà, merci. Donc voilà. Est-ce qu'on peut te voir ou pas? C'est comme tu veux. Hein. Malheureusement, je suis conscient de la chance que j'ai d'être dans l'anonymat. Ouais. C'est comme tu veux. Je pense que dans un futur proche, en fait, je me permets juste de faire des choses avant, et dans un futur proche, peut-être que je me montrerai. Mais actuellement, professionnellement, en fait, je pourrais pas continuer si je me montre tout de suite. Mais bon, j'aurai l'occasion peut-être de développer des choses un peu plus tard. Donc je disais que voilà, moi ça fait à peu près un mois que j'ai apostasié maintenant. Attends, professionnellement tu pourrais pas continuer. Oui, ça va être. Je t'assure. Mis à part si tu es imam, je vois pas comment. Non, je suis pas imam, mais. Donc explique-moi. Ah si je t'explique, je donne trop de détails. Non, tu es en France. Oui, je suis en France, oui.
On peut licencier des gens pour des causes religieuses? Non, je comprends pas. Je serais pas licencié, mais je pourrais subir des pressions et j'ai pas envie de subir des pressions. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que je me ferais pas licencier, j'aurais pas un impact direct professionnellement, mais j'aurais un impact personnel qui pourrait avoir des répercussions professionnelles. Moi j'ai compris. Okay. Merci. Merci. Moi, je vais continuer à faire semblant de ne pas avoir compris. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais répondre dans quelques temps. Et ça sera. Vas-y, raconte-nous ton histoire, mais nomme aucun détail, s'il te plaît. Est-ce que madame est avec toi? Oui, elle est là. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on vous écoute. Donc, moi, ça a commencé à me titiller, on va dire, quand j'étais très jeune. J'avais déjà dit que c'était de manière un petit peu innocente, mais je ne comprenais pas certaines choses, certains concepts qui m'étaient un petit peu, pas étrangers, mais compliqués à comprendre, comme par exemple le fait que Dieu décide de tout, c'est lui qui écrit tout, et que peu importe ce que je ferai, c'est déjà décidé. Sauf que dans ce cas-là, où est mon libre arbitre là-dedans, vu qu'on me répète que j'ai le libre arbitre et c'est que moi qui décide. Enfin bref, comme je disais, c'est des choses qui sont un peu innocentes, mais voilà, ça m'avait commencé à travailler, on va dire, c'est ça qui a commencé à semer la graine. Et par la suite, j'étais quelqu'un, donc moi je viens pas d'une famille très pratiquante, donc j'étais celui qui pratiquait le plus chez moi. J'ai fait la rencontre de quelqu'un dans une mosquée, qui lui qui faisait partie de la mouvance salaf, et qui m'a appris ce que je sais de la religion, qui m'a appris de ce que je sais de la religion. Et petit à petit, en fait, quand j'allais, parce qu'il donnait des cours le soir d'arabe et des cours, je sais pas, c'était des cours théologiques où il racontait un petit peu les histoires du prophète, etc. Et c'était constamment des récits guerriers, des récits un peu durs, et moi j'avais beaucoup de mal avec ça, et c'est ce qui a fait que je me suis éloigné à un moment donné. Bon, en tout cas, ils m'ont un peu poussé à la porte parce que je posais des questions qui, n'étaient pas très agréables, vous avez pas envie de répondre, où on me disait mais t'as pas honte de poser des questions comme ça, enfin bref. Après quoi, j'ai continué ma vie, j'ai continué à être un musulman pratiquant, et donc voilà, j'ai un petit peu on va dire serrer la vis chez moi, c'est-à-dire que je poussais à faire la prière, je poussais à l'heure, c'est-à-dire ne pas rater une prière, je poussais pour le Ramadan, je poussais pour tout ce qui est lié à la religion. Et donc en fait c'est marrant parce que malgré tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu apprendre dans la religion, c'est rien du tout, mais ce que j'ai pu apprendre dans la religion, j'avais jamais entendu parler de je sais pas si on peut dire le mot, je crois pas, donc je vais dire PDO. J'espère qu'on comprendra. J'avais jamais entendu parler de PDO. J'avais entendu parler de ce qui pouvait être arrivé aux apostats, etc. Mais pour moi, je savais pas que ça existait des textes abrogés. J'avais aucune conscience que c'était possible d'abroger des textes. Et du coup, je savais pas que on pouvait, que c'était légite de tuer des apostats. Pardon, pas tuer, du coup, pragmatiser, c'est ça. Désolé, j'ai pas le langage encore, ça va venir. Donc, qu'on pouvait pragmatiser des apostats. Et ça, par contre, quand on me l'a mis en face, en fait, il y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que, comme vous dites, on peut danser autant qu'on veut. À partir du moment où on parle de PDO, je sais pas si les gens se rendent compte de la violence de ces termes et de la violence de cet acte. Et moi, personnellement, quand j'entends tes débats, Jack, et que je vois que les gens n'essayent pas de débattre sur les textes, mais qu'ils essayent de débattre sur toute autre chose. Vraiment, ils essayent de partir partout sauf les textes. Moi, quand j'étais musulman, ne débat pas avec moi d'autre chose que les textes. Je comprends pas pourquoi tu pourrais me parler d'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes textes. Et Mio, t'as ton micro de coupé, si. Oui, je suis désolé. Quel est ton nom? Comment je peux t'appeler? Tu peux m'appeler Farid ou bien Elisa, c'est comme tu veux. Ok, Farid Nahar. Salut. Salut. Oui, tu connais pas Farid Nahar? Non, je connais pas, désolé. Heureusement. Et qui t'a poussé? Les trucs qui t'ont poussé pour aller chercher? C'est tes vidéos à toi et par la suite les vidéos de Jack. C'est ça qui m'a clairement poussé à aller chercher. Et quand tu t'es allé chercher la première fois, c'était avec ta femme ou tu l'as caché? Non, j'étais tout seul quand j'ai commencé à chercher.
J'ai commencé à regarder, à voir déjà ce que vous disiez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement ça? Parce que moi, par contre, j'avais aucun doute sur... j'étais sunnite, c'est-à-dire que je ne remettais pas en cause... je sais pas si tu sais, mais enfin, si tu dois savoir, El Albani, en fait, c'est le shir pour les salafs, et il n'y a pas de... Ils remettent pas en cause. Donc, j'ai commencé par là. T'as pas mentionné ça à ta femme? Non. Non. J'ai fait ça dans mon coin au début. Et c'est un petit halou. Et donc j'ai cherché et quand je voyais qu'à chaque fois ce que vous disiez c'était vrai, je me disais mais c'est pas possible. Ça veut dire que les gens que je suis au quotidien, des personnes que j'écoute, dont j'écoute les prêches, etc. Ils ont aussi cet avis. Je me suis posé cette question et du coup j'ai commencé à leur écrire, j'ai commencé à essayer d'envoyer des messages, à essayer de... Et en fait, quand j'ai cherché des vidéos par rapport à ça, je me suis rendu compte que oui, ils ont cet avis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était établi, c'est juste moi, j'étais un peu le dindon de la farce au milieu et je comprenais pas. Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Enfin, moi, c'est hors de question que je fasse partie de ça. Moi, en tout cas, c'est ça le point qui m'a fait le plus mal. Après, je vais pas vous mentir, hein, c'est très difficile, c'est très dur. Comme je disais, moi, je me vois encore sur le canapé de mon salon en train de pleurer parce que je sais pas, en fait, tu te sens perdu. Tout ce sur quoi tu as bâti ta vie, ça s'écroule d'un coup, en fait. Et là, tu dois repartir de zéro, tu dois reconstruire, c'est très compliqué. Tu dois partager ça avec tes amis ou quelqu'un. J'ai personne avec qui partager ça. En tout cas, au début, j'avais personne avec qui partager ça. Heureusement, j'ai une relation très forte avec ma femme. Je m'entends extrêmement bien, au point où on peut vraiment parler de tout ensemble. On n'a pas de tabou ensemble. Donc, j'ai commencé à lui poser, à lui montrer des choses. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tu veux que je finisse? Okay. Et donc, j'ai commencé à discuter avec elle, à lui montrer des choses. Et elle est un peu comme moi, elle est cartésienne, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher les choses elle aussi de son côté, elle va voir si c'est vrai, elle va voir si c'est... on peut parler avec Elissa. Elissa, est-ce que tu es allé chercher parce que la raison c'était l'amour ou c'était vraiment parce que tu aimais la religion? Dis-nous la vérité. Ah non, moi au début je lui disais mais non, il y a des miracles, regarde l'histoire de... Bon, j'ai honte maintenant de dire ça, hein, mais l'histoire des mers, machin, les montagnes, blablabla là. Et puis lui, il me cassait à chaque fois en me disant non mais ça, les zoroastriens, non mais ça, c'était déjà connu à cette époque-là, non mais ça, Newton en avait déjà parlé, enfin Newton non, d'autres en avaient déjà parlé, tout, il cassait tout en fait. Et comme même moi aussi, j'ai ma propre histoire qui fait que j'avais déjà une graine de doute qui était semée dans mon cœur vis-à-vis de cette religion. Du coup, j'ai pas été trop difficile à convaincre et par la suite moi-même je suis partie vérifier en fait chaque chose qui m'avait réfuté et j'essayais vraiment de trouver, j'ai vraiment essayé de chercher, de trouver quelque chose, l'histoire du fœtus là, les os qui se forment avant la chair, blablabla. Bref, du coup non, c'était pas par amour, hein, même si je l'aime énormément, hein, mais c'était vraiment c'est grâce au cerveau qu'on a eu, hein, que la nature nous a donné du coup. Mais ça pas après. Pour toi, c'était très vite. Combien c'était question de semaines ou bien des mois? Non, c'était genre dans la même semaine presque. Hein. Et moi, j'ai pas pleuré. Hein. Moi, j'ai fait. Je l'ai fêté de ouf parce que vraiment, ça a fait du bien parce qu'au fond de nous, je pense, on se doute tous un petit peu qu'il y a anguille sous roche. Et du coup là ça y est, parce que moi après je sais pas si je raconte mon histoire aussi de ma propre vie en vite fait ou pas ou du coup moi je suis née dans une famille musulmane sunnite pratiquante, donc j'ai porté le voile, depuis que je suis petite, donc ils m'ont mis à l'école pour faire des cours de Coran, des cours d'arabe, de religion, etc. Et en plus dès le collège ils m'ont envoyé dans une école privée musulmane. Du coup vraiment j'étais en plein milieu de la tornade et donc pour eux c'était pour me protéger de quoi je sais pas, mais au final c'est l'inverse qui s'est produit. Parce que quand j'allais à cette école, donc j'étais jeune, j'avais 10 ans, je prenais les transports en commun, RER, bus, et j'ai subi personnellement j'ai subi des agressions masculines.
et dans les transports en commun, etc., ou même dans la rue pour aller à l'école. Et en fait, j'étais dans des villes où il y avait énormément de musulmans, d'hommes musulmans, des arabes, énormément qui sont là avec des mashallah, des subhanallah et qui te sifflent et qui te font des choses que tu comprends pas. Ils sont là avec leur barbe et tout. Et même après avec le voile, ça continuait quand même. Et du coup, moi, ça m'a traumatisée de mon côté et leur comportement dégoûtant. Et je me dis, mais c'est des musulmans, ils disent mashallah et ils font des choses dégoûtantes comme ça, c'est pas normal. Déjà, j'avais une dissonance cognitive dès ce moment-là. Donc j'avais 11 ans, 12 ans, j'étais jeune. Et puis et ensuite, comme ce sujet, il est tabou chez nous, donc moi, je pouvais en parler à personne. Excuse-moi, Ouais. juste le détail. T'étais Oui. voilée à cet âge-là déjà? J'ai porté le voile à 14 ans parce que j'ai eu mes règles tard. Du coup, j'ai pu l'esquiver pendant assez longtemps. Et du coup, après moi, à l'école, quand j'étais en primaire, j'étais une très bonne élève, etc. Puis je suis arrivée dans cette école au collège, avec tout ce qui m'arrivait, je suis devenue une cancre. Du coup, j'essayais d'un peu aborder ce genre de sujet. J'avais pas honte d'essayer de demander ça aux profs musulmans et tout. J'avais des profs voilés, etc. J'essayais de leur dire, mais c'est comment par rapport aux pédophiles ou ce genre de choses. Non. Pardon, au PEDO. Et il y avait pas de genre oublie, toi tu comprends pas, tu parles pas de ce que tu ne sais pas, t'as pas le helm, patati patata, qu'il nous parle le prophète il a fait ci ça, mais les vraies histoires, les vraies choses dont on a besoin de savoir, ils nous en parlent pas. Ils nous disent pas que il a légiféré sur le mariage des petites filles, les mariages temporaires, l'esclavagisme sexuel, les attouchements sur les enfants, etc. Et même après, j'ai rencontré une amie plus tard sur la vingtaine, et elle aussi lui était arrivé ce genre de choses en Algérie pour elle. Et elle vraiment, elle était têtue, elle cherchait à voir des imams, à parler à des imams, à voir X et Y, on est parti à la mosquée de Paris et tout. Et pareil, il y a aucune réponse concernant les PEDO que allez, un petit rabbin qui repart chez toi femme. Il y a rien vraiment, il y a une omerta sur ce sujet, elle est incroyable. Et maintenant en fait avec vos lives, je me rends compte de pourquoi. Déjà j'ai cherché moi aussi de mon côté pendant des années qu'est-ce qu'on disait en islam par rapport à ce genre de personnes, et c'est juste que je cherchais pas au bon endroit. En fait, ce qu'on dit c'est ok, on est pour, c'est bien, il faut le faire. Donc, moi, à partir de ce moment, dès que j'ai vu avec mon mari que ce que vous nous avez fait découvrir, c'est que ça y est, c'est plus la peine. Cette religion, c'est n'importe quoi en fait. Et du coup, je pense en fait, moi, je sais pas maintenant si un Dieu existe, mais moi, je pense qu'il empêche en fait les sunnites ou autres de sortir de cette dissonance cognitive, c'est que pour moi, ce que je pense, c'est que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement dernier. Du coup, il n'y a pas de jugement. Donc, c'est qui va punir tous ces monstres en fait, qui répandent le malheur et la haine sur terre? Faut le faire ici. Et ça, oui, mais ceux du passé, ceux de maintenant, on peut essayer de les punir, mais ceux d'avant, genre ils s'en sortent comme ça. Moi, ça me plaît pas comme réponse. Et je pense qu'on est plein, ça nous plaît pas en vrai. Et voilà, donc la cerise sur le gâteau, pardon, je finis sur ça, c'est que j'ai vu sur vos lives le nombre de personnes aveuglées, endoctrinées et qui arrivent à accepter l'inacceptable juste parce qu'une autorité religieuse leur a dit de le faire. Là, vraiment, ça a été la cerise sur le gâteau. C'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur, en fait. Ce qui fait le plus peur, c'est la personne qui commence en te disant non, et puis qui te termine en te disant, si c'est écrit, alors oui, genre. Ça, par contre, c'est vraiment flippant. Je me souviens plus comment. Est-ce que vous connaissez Jack avant moi ou c'était mes vidéos? Non, moi j'ai connu. Moi j'ai connu les deux. Ouais, moi j'ai connu Mihoub avant Jack. Moi les deux en même temps. Ah ok. Ouais. C'était au TikTok ou YouTube? Non, c'était sur YouTube que je t'ai vu en premier. Une vidéo, je sais pas pourquoi mon algorithme il t'a montré, il t'a mis sur mon choix. Et puis... C'est Rabbi. Oui. Est-ce que vous avez partagé ça avec des amis ou de la famille Moi, je commence. Vas-y. Moi, pour moi, du coup, c'est impossible parce que vraiment, mon cercle,
C'est Poudlard sunnite. C'est juste impossible. Répète l'expression. Poudlard sunnite. C'est un oxymore, je comprends pas. Excellent, j'adore. Poudlard sunnite. Et du coup, pour moi j'ai envoyé à mon père une vidéo que vous aviez montrée de Scherfhausen. Et il m'a répondu que mon père, il est pas en France pour le moment. Il m'a juste répondu, ah ouais, c'est chaud. Voilà. Donc voilà, j'en discute un petit peu avec lui. Quelle vidéo de Scherfhausen? C'est lui qui dit que concrètement, celle qui se trouve sur ma chaîne TikTok. Oui, c'est ça. C'est bon, je vois. Ouais. Non, parce qu'il en a beaucoup de vidéos Scherfhausen. Oui, pour répondre. Elles sont toutes chaudes, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais enfin, voilà. Est-ce que tu portes le voile maintenant ou pas? Bah, pour le moment, vu notre situation, oui, parce que je suis toujours entourée autour de moi de personnes à qui je ne peux pas dire cette nouvelle vérité. Donc, moi, explique-moi, je t'assure. Oui. C'est l'Algérien qui va te parler. Oui. Voilà, je sais. Explique-moi ça. Comment une citoyenne française, elle ne croit plus. Ne parle pas juste de mon métier. C'est tout. Oui. C'est ce que tu veux. Comment une citoyenne française, elle ne peut pas enlever le voile parce qu'elle ne croit plus. J'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est pas la France. Et plus de ça, d'origine tunisienne. Ouais. Aussi, il faut ajouter ça. Hein. Oui. Pourquoi c'est important? Parce que le Tunisien, il vient chez nous, il affirme que nous, c'est de la liberté, il n'y a pas de... Ok. Mais nous, dans notre famille, par exemple, nous, on est les, entre guillemets, extrémistes. Genre, toute ma famille au bled, ils sont loin du voile, de la prière, de machin. Il faut Ramadan, quoi. Et c'est tout. Mais ici, en fait, c'est pas la France le problème. Là, aujourd'hui, j'enlève mon voile, je suis mieux intégrée en France que qu'en le gardant. Ça me pose plus de problèmes qu'autre chose. Mais là, c'est vraiment ma famille et mon cercle d'amis et de famille qui est vraiment, comme je t'ai dit, Poudlard, c'est fermé, tu vois, c'est un petit cercle fermé et celles qu'on a déjà vu enlever le voile ou quoi. Bah, mais t'as pas peut-être compris la question. Qu'est-ce que ça m'empêche? T'as peur de quoi? Pour moi, c'est quoi l'entrave principale? J'aimerais comprendre. Le rejet total, en fait. Ça va être le rejet de ma famille, du cercle d'amis qui sont. Tu sais quoi? Je vais te poser une question comme ça. Je vais évacuer une possibilité. D'accord. Supposons que demain vous allez déménager à Monaco. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que là-bas tu peux enlever ton voile ou pas? Techniquement, oui. Non, pas techniquement. Toi, comment tu vas te sentir si demain vous déménagez à Monaco? Bah, tu sais quoi? Est-ce que tu te sentiras libre d'enlever le voile ou pas? Oui. Oui, ça veut dire que c'est un problème qui vient là où tu habites. C'est ça, parce que mon cercle est autour de moi encore. Je peux tomber. Parce que tu parles de famille, parce que moi, c'est ça que amis. Ouais. Bah, tu sais, les amis et les tatas, c'est pas ta famille, mais c'est comme ta famille, tu vois. Ouais, mais on n'habite pas forcément à côté. Bah là, ils habitent tous à côté. Ok, d'accord. Dans la même zone, c'est ça le problème. Je comprends, c'est pas très clair, mais non, à un moment donné, on avait habité, on n'était pas sur l'île de France, on avait bougé un peu. Et là-bas, par exemple, je mettais pas mon voile, je mettais juste un béret, ça me dérangeait pas qu'il y avait mes cheveux qui sortent par-ci par-là. Et je mettais juste un béret. Mais dès que ma famille elle venait pour faire un tour ou quoi, pour venir nous voir, bah je remettais le voile directement parce que après j'ai pas d'oppression en mode vraiment faut que tu portes le voile, mais je sais qu'ils vont pas comprendre, ils vont être tristes, tu vois, ça va leur faire du mal en fait. De voir ça. Mais c'est toi qui choisis de porter le voile alors que tu n'y crois plus. Et tu sais, moi j'aimerais poser une question, peut-être que c'est Karim cette fois qui pourra me répondre. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre les libertés et le communautarisme? C'est-à-dire, est-ce que les libertés s'accroissent à partir du moment où on s'éloigne? Oui. On s'éloigne de sa famille. Je vous assure, c'est une question qui me taraude, moi. Et logiquement,
dans un pays démocratique, ça ne doit pas être le cas. Voilà, je vous le dis clairement. Dans un pays démocratique, normalement, c'est pas le cas. Mais Jack, moi, je pense qu'il faut d'abord, parce que moi, je comprends pas. Mais tu peux pas comprendre, peut-être, mais j'arrive pas à comprendre. Parce que j'aimerais bien qu'elle m'explique. Est-ce que tu as peur qu'ils vont t'exclure? Est-ce que tu as peur qu'ils vont te parler, de dire quelque chose de mal de toi? Parce que c'est très important là, Jack. Parce que je connais quand même beaucoup de musulmans et des témoins de Jéhovah. Et je les posé cette question. Qu'est-ce que tu as peur maintenant? Parce que ils vont pas te faire de mal. Ça, c'est sûr, en France. C'est un début de réponse par rapport à toi? Si tu veux. T'aimes pas le conflit, en fait. Et je pense que tu veux pas être en conflit avec ta femme. Vrai. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que j'ai une personnalité, moi, personnellement, je dis pas que toutes les autres femmes qui feraient comme moi, qui seraient dans la même situation que moi, mais qui ne seraient pas moi, ne l'enlèveraient pas et ne s'en sortiraient pas, n'auraient pas peur de l'enlever. Mais moi, c'est pour ça que je t'ai dit que tu as choisi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot. C'est toi qui as choisi de continuer à porter le voile alors que tu n'y crois plus. Tout à fait. Ça, je le nie pas du tout, là, pour le moment. Même, j'ai rien dit à personne. J'ai essayé d'en parler un petit peu, mais en détourné de dire... J'ai une question, Jack. Est-ce que... ça sera dur. Elissa, est-ce que Elissa, elle traite ses parents et sa famille comme des enfants? Qui sont pas des adultes qui vont tolérer... un peu, oui. Quand même. Un peu, oui. Parce que si tu respectes quelqu'un, je pense qu'il faut le dire. Je m'en fous si tu m'acceptes pas. Moi, je t'aime bien, mais c'est ça, parce que ça me concerne que à moi-même. Je te touche pas, c'est pas je sais pas. C'est vrai, mais après, ça dépend de chacun, sa relation avec ses proches, tu vois. Tout le monde, on est différents dans nos relations. Et moi, pour le coup, je déteste le conflit. Je n'aime pas rentrer en conflit. Je n'aime pas les disputes. Je n'aime pas les bagarres. Je suis pour la paix. Comme moi, Elissa, comme moi. C'est ça. Je suis comme Tom You. Et du coup, voilà. Après, Tu sais, Elissa, moi, je suis marié depuis 10 ans. Oui. Et si j'ai appris un truc que je connaissais pas avant d'être marié, c'est que la première source des conflits, c'est les non-dits. 1. Et de 2, les conflits au sein du couple, c'est une bénédiction. Ça, je l'ai appris. C'est une bénédiction. Parce que c'est le moment où les gens se disent ce qu'ils pensent. Et tu vois, ça veut dire, il y a pas cette accumulation de frustration qui va finir par parasiter complètement la relation. Alors, de 1, les non-dits, de 2, les conflits. Pour moi, comment je le vois, je t'assure, hein, je vois les conflits comme un signe de bonne santé de la relation. Avec mon mari, on n'a pas de mal à rentrer en conflit et puis on désamorce à l'avance les conflits qui pourraient avoir lieu. Mais avec ma famille, déjà, ce qui m'est arrivé là, ce que je vous ai raconté, ils en savent rien. Déjà, il y a énormément de non-dits avec ma famille parce que tabou, parce que machin. Donc vraiment, ils me connaissent pas du tout en vrai. Depuis X temps. Donc c'est pas aujourd'hui, en fait, c'est pas sur ça que je vais venir et leur dire voilà, je rejette tout ce en quoi vous croyez aujourd'hui et c'est pour eux ça, vous savez comment ils sont. Si on rejette leur texte, c'est eux qu'on rejette. Donc c'est avec eux qu'on rentre en conflit. Mais ça c'est une conséquence. C'est pas une cause. Et tu sais, et si tu as l'habitude d'écouter nos lives, on le répète assez souvent. C'est une quand tu rejettes ces textes, ils prennent ça comme un rejet personnel, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Et c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de justement parce que les gens ne rejettent pas les textes, même quand ils n'y croient plus, ils vont se laisser faire quand même. Donc ils laissent cette mentalité qui consiste à amalgamer les textes avec les textes avec l'identité. Parce que la seule façon de dissocier les deux, c'est justement d'en parler, de les rejeter, de quand tu as quelque chose à critiquer dans les textes, tu le fais. C'est ça qui va développer chez la personne un mécanisme qui va lui permettre de prendre du recul par rapport au texte. Mais si personne ne le fait, ils vont ad vitam aeternam continuer à amalgamer ces textes avec leur propre identité. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est une conséquence, c'est pas une cause.
Je comprends. Après, mes parents, tu sais, ils sont âgés. Il y a ad vitam. Non, je comprends. On n'est pas en train de je t'assure que on n'est pas en train de te juger ou juger ton mari ou quoi que ce soit. J'essaie juste de comprendre et tout. C'est tout. J'essaie juste de comprendre parce que moi, je pense que c'est pas normal. Donc, comment faire pour que une personne puisse vivre ses convictions? Si elle est musulmane et qu'elle veut porter le voile, qu'elle soit musulmane et qu'elle porte le voile. Mais si elle n'est plus musulmane et elle ne veut plus porter le voile, qu'elle ne porte plus le voile. C'est tout. On cherche juste comment faire pour créer cet environnement qui permet à chacun de vivre comme il veut vivre, tout simplement. Tu sais, pour mon cas personnellement, par exemple, moi j'ai plus ou moins, je pense, un exemple dans ma propre famille. J'ai mon frère. Je pense qu'il est passé de l'autre côté depuis très longtemps. Et lui, ce qu'il a fait, en fait, il est parti à l'étranger. Il est parti aux États-Unis. Il avait, je sais pas, il a vingtaine, un truc comme ça. Et Est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire passer de l'autre côté, parce que on peut comprendre beaucoup de choses. Apostasier. Okay. Je sais même pas s'il était vraiment musulman un jour, en fait. Il était vraiment bizarre. Mais il est parti et limite, on connaît plus, en fait. Il coupait les ponts presque totalement. Donc après, je connais pas les secrets de famille avec lui, les mystères qu'il y a autour de lui. Mais je pense qu'il a apostasié et que mes parents, ça a coupé, ça a déchiré, en fait, le lien avec lui et on l'a pas revu après pendant 6 ans, un truc comme ça. Et il est revenu, il passait vite fait quelques jours et puis il repart, en fait. Et là, il a fait sa vie, il s'est marié, il a eu ses gosses et tout et il a caché ça, il s'est marié dans son coin avec une non, je ne crois qu'elle est rien du tout. Et voilà. Donc non, c'est une personne. Non, mais religieusement, je parle d'une personne. Et j'essayais de chercher si elle était chrétienne ou pas, mais non, pas aucune religion. Donc on revient au fait de la liberté s'accroît avec la distance que tu mets entre toi et la communauté à laquelle tu appartiens. C'est vraiment intéressant. Mais c'est pas du tout le sujet de nos lives, mais c'est un point de réflexion qu'il faut peut-être prendre en compte. Je peux rapidement sur ce point-là. Oui. Qui parle? Amir, pardon. Ouais. T'étais trop petit. Ouais, on m'entend suffisamment, c'est bon. Oui. Ouais, non, je voulais justement. Ramadan Moubarak. Je vais en parler plus tard. Je suis vraiment triste quand j'entends ça. Après, je te juge pas, hein, Elissa. Vous faites comme bon vous semble, prenez vos décisions, vous êtes responsable, vous êtes adulte. Oui. Moi, je te parle de moi, comment j'ai abordé la chose. C'est que moi, j'aime profondément mes parents, mes frères et sœurs. Ils sont tous musulmans. Mais je ne peux pas renier, amputer de ma vie le bonheur, d'accord? Parce que notre vie, elle n'est pas éternelle. Elle est, voilà, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Je vais pas m'amputer, moi, de mon bonheur. Après, chacun voit les choses. Peut-être que ceux qui se cachent vivent dans un bonheur, même caché. Moi, c'était, pour moi, primordial d'être honnête. Et parce que le fait de le cacher avait aussi des conséquences. Parce que j'ai des enfants, des choses comme ça. Le cacher, à un moment donné, j'allais peut-être amputer mes enfants de leur liberté ou autre chose. Parce qu'il fallait se plier à des choses. Vous connaissez les rituels et blablabla. Pour moi, c'était important de ne pas m'amputer de mon bonheur, de ma liberté, parce qu'il y a cette injonction ou cette peur de heurter leur sensibilité ou leur bonheur. Moi, j'ai envie qu'ils soient heureux. Mais si leur bonheur est conditionné par quelque chose d'irrationnel qui n'a aucun sens, eh ben, Osef. Voilà quoi. Et moi, je pense que j'ai de la chance. J'ai de la chance, oui. Finalement, c'était compliqué à des moments, puis après, ça a été accepté. Grâce à la discussion. Je pense que pour d'autres, ça peut être plus grave. Il peut y avoir un rejet, une coupure, tu vois, complète. Mais je pense que surtout pour des gens qui ont par exemple des enfants, qui ont une vie ou un truc comme ça. Je sais pas. Moi, pour moi, c'était primordial de préserver mon bonheur, ma liberté, quitte à prendre le risque de peut-être parce que je l'ai imaginé, même si, comme je vous ai dit, j'ai eu de la chance, mais j'ai imaginé le fait qu'ils me rejettent.
Je l'ai imaginé. Parce que pour moi, je sais pas, peut-être que je vais vivre 1 mois, 2 mois, 3 ans, 40 ans, je sais pas. Mais j'ai pas envie de vivre avec dans le mensonge, en fait. Je pouvais pas l'accepter. C'est comme ça que... Et surtout, ma limite, vraiment, parce que je l'ai caché pendant quelques temps, ma limite, c'était mes enfants. Ma limite, c'était que un jour, on vienne soit mettre des choses dans la tête de mes enfants, soit m'imposer, par exemple, je sais pas, une circoncision ou je sais pas quoi. C'est mort. Je ne peux pas imposer à quelqu'un qui n'a pas l'âge du consentement ou quoi que ce soit, une idéologie ou une mutilation. Donc à un moment donné, je pense, en tout cas moi, ce qui a fonctionné avec mes parents, c'est de parler avec eux en tant qu'adultes. J'étais plus leur enfant, leur propriété. J'ai des idées, je suis un adulte. Si je me comporte avec eux comme un enfant, ben bien sûr ils vont me prendre pour un enfant. Mais là non. Mes discussions avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs, j'étais adulte et j'avais un avis, j'avais une position. Peut-être que c'est pas la même que la leur, mais j'en parlais, je disais moi je suis ça. Je dis pas que j'étais là-bas en train de faire du prosélytisme athée avec eux ou de la critique des textes avec eux. S'ils voulaient, j'ouvrais la discussion. Tu vois, ils sont adultes aussi, ils font leur choix. S'ils me disent vas-y on débat, j'étais ouvert. Mais c'était pas moi qui lançais le sujet d'un débat ou un truc comme ça. Moi, c'était juste, je disais la vérité. Moi, j'y crois plus. Voilà, j'y crois plus. Donc, il n'y a pas à m'imposer tel ou tel rituel, telle ou telle idée, ou me dire, voilà, ils me voient, j'ai jamais changé. Je suis le même, en tout cas, en termes de respect, d'amour pour eux. Donc, pourquoi me rejeter, tu vois? Parce que j'ai rejeté une idée, une mythologie, un truc. Ben non, je vois pas tu vois? C'est ça qui est terrible dans cette idéologie. Sinon, pour le décor, c'était pour célébrer Ramadan. C'est une fête folklorique. À une époque, il y a des gens qui jeûnaient pendant 30 jours. Bon, maintenant, c'est une fête comme Noël. Voilà, c'est pour le folklore. Et tu vas jeûner? Sérieusement. Et vous allez jeûner? Moi, la dernière fois, j'avais répondu que oui. Bon, là, on va dire que j'ai fait un autre pas. Du coup, non. Voilà. Ouais. Du coup, non. Du coup, non. Ok. Et est-ce que vous avez des enfants? Non. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile de se cacher pour le moment. Mais déjà, avant ça, on était déjà dans une idée où vivons heureux, vivons cachés. Ouais. Avant même d'apostasie. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, en fait, le fait que ça se sache pas forcément, on n'est pas forcément... Là, c'est très étrange d'étaler notre vie devant 2300 personnes, parce que on est tout le contraire, en réalité. Ouais. Personne ne sait rien sur nous. Vraiment, des ermites. Mais on s'est dit que c'était important d'essayer de mettre même si on peut pas forcément se montrer, etc., même si on peut mettre un tout petit caillou, on est content. Voilà. Et toi, Elissa, tu vas jeûner ou pas? Jamais de la vie. On l'a compris depuis la dernière fois. Mais juste un dernier point que j'ai oublié d'aborder. Désolé de prendre trop la parole là. Peut-être que vous, le prix à payer de le dire, peut-être, j'avance des choses, mais dites-moi si j'ai tort. Le prix à payer est peut-être moindre qu'un cousin, une nièce, que vous avez, que lui, il n'a pas le privilège que vous avez. Vous voyez de quoi je parle? C'est que vous, peut-être, vous allez être rejeté, mais vous avez les moyens, vous êtes indépendant, vous risquez pas grand-chose. De toute façon, vous allez rentrer déçu, vous vous êtes engueulé, mais le lendemain, vous allez reprendre votre quotidien. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas le même prix à payer. C'est-à-dire, ils sont apostats, mais ils vivent avec leurs parents, dans votre famille, peut-être. Et s'ils n'ont pas des exemples comme le vôtre, qui prennent ce courage-là et qui payent peut-être un prix, eux, ils n'ont pas le même prix. Vous voyez ce que moi je parle? Après, chez nous, nos deux familles réunies, c'est ma famille à moi, mon socle à moi en France, donc mes parents, mes frères et sœurs, qui sont les plus religieux de nos deux familles réunies, du bled réuni et de la France réunie. Donc non, les autres ils sont bien, ils sont tranquilles. Pour le coup, moi j'ai un cousin homosexuel et qui lui, par contre, il l'a dit à tout le monde dans notre famille. Donc lui, il a porté ses balls jusqu'au bout et il l'a dit à tout le monde. Donc je sais que dans ma famille c'est assez étrange parce qu'ils sont en Algérie, mais ils sont très
en même temps à la fois très conservateur et à la fois, bah voilà, il y a mon cousin qui dit je suis homosexuel, il y a ma cousine qui dit que concrètement elle aussi, enfin voilà. C'est en France où c'est le plus fermé, étrangement, paradoxalement. Voilà. Caleb, tu voulais parler? Ah oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En fait, en y réfléchissant bien, dans les sociétés comme ça, chacun se fait sa place selon, dès le départ, comment il fait sa place dans la société, en fait. Ça veut dire que, quand tu as dit ton cousin dès le départ, lui, il a affiché les couleurs, on l'accepte tel qu'il est, il grandit comme il est, il se fait sa place, en fait. Donc ça, c'est relatif aux personnalités des uns et des autres. C'est-à-dire, si quelqu'un, dès l'enfance, c'est-à-dire, il est contre l'ordre établi, il affirme son caractère, et bien on doit l'accepter comme ça. Après, les autres, comme tu as dit, selon la place qu'on te donne dans la société. C'est-à-dire que les autres, ils vont essayer de le traiter, on va dire, égard et ne l'écoutez pas. De toute façon, lui, il a ses pensées à lui tout seul, machin. On va essayer de l'isoler. Tout le temps. Après, c'est à lui d'arracher sa place tout le temps. C'est à lui de leur prouver que... De s'imposer. Voilà. Après, moi, je peux comprendre qu'on choisisse la facilité. J'entends ton discours, hein, je comprends tout à fait que voilà, il faut le faire parce que c'est un travail nécessaire. Je sais pas si on Mais est-ce réellement la facilité? De se cacher? Ouais. Est-ce réellement le choix de la facilité? C'est pas le choix de la complexité, qui semble facile. Ouais. Oui, je t'assure. Parce que la facilité, c'est... Pour moi, c'est autre chose. Si on n'a pas d'enfant, en vrai, c'est facile maintenant. Parce que là, on fait ce qu'on veut de nos vies dans notre coin. Il y a personne qui nous appelle pour savoir... Mais en même temps, ça fait que 1 mois, 2 mois, donc c'est ça. Pense que vous êtes en plein réflexion, donc. Mais pour toi, du coup, ce serait quoi ce qui n'est pas facile dans ce cas-là? Après, par rapport à tout à l'heure, vous avez évoqué un point qui est important. Selon les familles aussi. Généralement, c'est quand les familles elles sont grandes, t'as le grand-père, t'as les frères, en fait, quand les familles elles sont pas, je sais pas comment ça s'appelle, des familles unitaires, c'est ça. Monoparentales? Est-ce que c'est la petite famille ou est-ce que la grande famille est complètement intégrée? C'est la famille monoparentale. Généralement, il n'y a pas de problème. Même si, on va dire, c'est facile d'accepter que les frères, ils sont différents, c'est très facile. Mais quand c'est la grande famille, en fait, t'as pas que le poids de tes parents, au final, t'as les points d'abord des cousins, des trucs, après t'as les parents, après t'as le grand-père. En fait, c'est tout un bloc. Ta place dans la famille, en fait, ta place, elle est définie par la famille. C'est la famille qui te donne ta place. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ne pas exister dans sa famille, ça reste quand même extrêmement compliqué, je pense. J'ai pas ce problème-là, hein. Mais j'imagine que ne plus exister dans sa famille, ça doit être quelque chose de vraiment terrible en réalité. Et j'imagine même pas la peine que tu puisses. Moi, je l'ai dit, hein. Un des témoignages qui m'a vraiment mis une claque, c'est le témoignage de Miho. Ça m'a vraiment, ça m'a sonné parce que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et je le vois, plus j'écoute, plus je regarde vos vidéos et plus j'entends des gens et c'est terrible. C'est terrible, en fait, ce que peut faire cette idéologie, pardon. Mais en même temps, si tu dois aborder un masque à chaque fois que tu es avec ta famille, est-ce que réellement tu existes dans ta famille? Ouais. Ton masque existe, en tout cas. En tout cas, tu me comprends. Oui, je vois ce que tu veux dire, exactement ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. T'es pas réellement toi au final, donc. Parce que c'est fatigant, tu sais. C'est épuisant de porter comme ça un masque tout le temps. Et c'est frustrant. Parce que tu dois taire toutes tes pensées, toutes tes réflexions. Même si tu entends une parole et tu dis, non, cette parole-là n'a aucun sens. Et je vais quand même me taire et je vais la laisser passer. C'est pas facile à vivre. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que réellement c'est un choix de facilité? Je pense que c'est un choix de... En tout cas, que tu choisisses quoi que ce soit, c'est pas facile. N'importe quel choix que tu vas faire, tu vas sacrifier quelque chose. Donc à toi de voir ce que tu veux sacrifier. C'est tout. Tu sais, Jacques, moi, ce que je considère surtout, c'est la limite, en fait. La limite, vraiment, pour moi, après pour les autres, je sais pas. En fait, en connaissant cette religion et en sachant, on va dire, les informations que tu as, quand la limite, elle s'impose surtout
quand tu as des enfants. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, si tu reproduis la même chose sur tes enfants, c'est quelque part, en fait, t'es resté musulman, quoi. Ah bah, là-dessus, on a reproduit la même chose. Là-dessus, on a discuté pour le coup. L'islam était resté musulman pour moi. Oui. Non, mais pour le coup, on a discuté là-dessus avec ma femme et on est tous les deux d'accord pour ne pas reproduire ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de... C'est compliqué parce qu'on a connu que ça tous les deux. C'est-à-dire qu'on a grandi comme ça, on a connu que ça. Mais c'est l'occasion justement d'apprendre, c'est l'occasion de s'instruire sur l'éducation, un autre type d'éducation du coup, et d'essayer de faire du mieux qu'on peut là-dessus. Mais c'est vrai que oui, non, le schéma, oui, là, c'est pas le projet de le reproduire, clairement. Oui, moi j'ai bien aimé Karim, on appelle ça en arabe al-qati'a. Et ça, c'est très, très, très dur. C'est le déchirement? Non. Ouais. Non. Voilà. Et ça, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre... Couper les pans. D'accord, ouais. Mais c'est difficile, en fait. Ouais, moi aussi, quand j'ai appris pour toi, Mihoub, j'étais vraiment mal. Et je me dis, je veux pas non plus... je veux personne vive ça, en fait. C'est pas quelque chose qui est agréable. Enfin, comme t'as dit, Jacques aussi, on sait pas c'est quand que la vie elle s'arrête. Donc, on sait pas est-ce que on doit justement se montrer tel que l'on est et risquer le déchirement ou profiter de tous les instants en gardant cette paix collective tout en essayant justement de faire en sorte de pas reproduire ce genre de schéma sur les futures générations. C'est un dilemme. Moi, je te confirme, hein, cette rupture, oui, elle est très difficile à vivre et ça fait mal. Mais ça fait moins mal que de vivre caché. Pour ma part, en tout cas. Après, peut-être qu'on ça fait moins mal que de devoir porter un masque tous les jours, faire semblant, prétendre être ce qu'on n'est pas. À un moment, ça fatigue et on arrive vite au bout. Et c'est un poids à porter, c'est-à-dire, on n'est pas honnête. On se retrouve à mentir aux personnes qu'on aime le plus au monde. Moi, personnellement, je l'étais pas avec ce que je vous ai raconté depuis mon enfance, j'ai jamais été honnête. Du coup, je suis devenue honnête avec mon mari. Lui, je lui ai tout raconté, ça nous a aussi fortement liés, c'est que j'ai pu me révéler entièrement et du coup, pour moi, vraiment, c'est pas compliqué à mon niveau à moi de continuer avec ce masque, que ce soit un masque d'apostat, de sunnite, de X ou Y. J'ai l'habitude, voilà. Après, c'est pas une bonne chose. Moi, je l'ai pas. Moi, cette habitude-là, je l'ai pas du tout. C'est l'inverse. Mais ça va qu'avec sa famille, c'est plus ouvert. Oui. Il peut en parler, plus facilement que dans la mienne. Alors, créer une famille vous-même où les gens auront la liberté de vivre comme ils l'entendent. Voilà, tout simplement. J'ai failli dire Inch'Allah. Ouais. Je l'ai pas voulu. Non, mais tu sais, oui, tu peux le dire, il y a aucun souci. Chamiro, on a dit. Vrai. Je vais vous apprendre quelque chose, je sais pas, ceux qui l'ignorent, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le mot enthousiasme? Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de l'enthousiasme par rapport à quelque chose? Constamment. Oui. Vous savez ce que ça veut dire enthousiasme ou pas? On connaît pas la racine, non. La racine, non. Enthousiasme, ça veut dire Dieu est en nous. Ah bon? Oui. On n'est plus enthousiaste. Ça y est. Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est juste une façon de parler, une manière de parler. Donc, dire Inch'Allah ou quoi que ce soit, on a compris ce que vous vouliez dire par Inch'Allah. C'est-à-dire, j'espère que ça va arriver. Tu vois le truc? L'enthousiasme, on comprend que c'est quelque chose que tu tends vers ou tu aimerais faire. Tu es enthousiaste. C'est-à-dire, et je pense, peut-être que ça va finir par disparaître. Comme le mot enthousiasme a perdu son côté, que ça vient de la religion, du divin, il devient un mot comme un autre, et bien, Inch'Allah aussi. Peut-être qu'il va devenir un mot normal. Par contre, il y a des mots qui
qui disparaissent quand on devient apostat. Comme quoi? Par exemple, si je vous dis le prophète Mohammed. Ah non, ça la lit, ça la lu, ça la là. Tu vois, ça par contre, ça disparaît quand on devient. Par exemple, quand quelqu'un me dit, non, moi j'ai quitté l'islam, je suis apostat, et je lui dis, ouais, mais le prophète, il me dit, oui, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis quoi? Là, je m'arrête. Tu vois le truc? Là, je me dis, non, ça c'est pas normal. Quand on devient apostat, on répète pas sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, inshallah, ou barabbi, ou ce genre d'expression, non, ça, c'est normal. Ça se comprend. C'est comme ça qu'on a été endoctriné à exprimer certaines idées. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce qu'il y a une annonce de Alibaba. Moi, j'ai un dernier mot pour ceux qui écoutent. S'il vous plaît, vraiment, faites l'effort de regarder les sources à chaque fois. Faites l'effort d'aller voir ce que Jack et Mihoub et Mina et Karim et Amir et Alibaba. Exactement. Faites l'effort d'aller voir parce que c'est là où on se rend compte en réalité. C'est là où on se rend compte que vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas et quand on sait, ça fait mal et ça fait très peur. Voilà, je te laisse. Oui, et aussi, il faut regarder tous les tafassirs. Il faut les lire, c'est incroyable. Ce qu'il y a dedans, on a découvert des choses. Le lion qui a sorti le chat, l'éléphant qui a sorti le cochon. Oh, les trucs, c'est waouh, science-fiction de ouf. Est-ce que tu as un message pour les femmes aujourd'hui? Oui. Bah, pour les femmes, c'est elles. Non, pas dévoilez-vous. Elles font ce qu'elles veulent. Habillez-vous, dévoilez-vous, faites ce que vous voulez. Personne ne doit vous imposer quoi que ce soit. Un homme, un mec du 7e siècle, vraiment, vous laissez pas faire. Et surtout, regardez bien comment cette religion, elle vous décrit. La femme qui est comme un chien noir, un chétan, un âne, qui est bête, qui est machin. Ils nous descendent de fou. Ils nous descendent, rendez-vous compte. Il y a juste à voir comment il parle à Mina. Ouais. Et à Cassius Lady aussi. Vraiment, regardez comment il parle. Et vous laissez pas faire. Regardez bien. Il n'y a pas besoin de se faire dominer par une religion d'un bédouin du désert de l'époque. Donc voilà, c'est mon dernier mot. Merci à vous. Merci. Le repas, il refroidit. Merci beaucoup et prenez soin de vous. C'était très gentil de partager votre. Merci à vous d'avoir pris le temps. Passez une bonne soirée. Et bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Ça haram d'alcool aussi. Par contre, la charba et le boulak, faut quand même se regarder. Moi, je vais continuer. Allez, salut. Allez, ciao. Je fais monter Alibaba parce que. Vas-y, Alibaba. Je vais pas parler à ta place. Je peux dire deux trucs sur ce que j'ai entendu d'abord ou t'as pas le temps? Bien sûr, tu peux réagir et après. Super. Bon, bonsoir les amis, bonsoir les abonnés, bonsoir Mihoub, Karim, Mina, Amir et Jack. D'abord sur ce que j'ai entendu, j'ai 2-3 commentaires. Le premier, c'est que l'islam c'est une religion tribale. Et je pense qu'elle a appris aux musulmans depuis 1400 ans qu'ils ne sont pas leurs propres individus, mais qu'ils appartiennent à une tribu, qu'ils appartiennent à un groupe, qu'ils appartiennent à Mohammed, qu'ils appartiennent à Allah. Ils appartiennent tout le temps à quelqu'un. Et aujourd'hui, ils appartiennent aux autorités religieuses. Donc, et ça, c'est cette conviction qui fait que vous avez un peu du mal à vous définir comme votre propre individu et à malheureusement faire le sacrifice que l'islam vous impose, c'est-à-dire blesser les gens que vous aimez en leur disant que vous êtes plus musulman, en enlevant votre voile, en vous assumant. Donc moi je ne peux pas vous reprocher ce que vous faites, mais je peux juste vous dire que je vous invite à être votre propre individu, à laisser personne vous dominer et à vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà, donc j'espère que ça vous motivera les gars à vous défaire des dernières chaînes de l'islam que vous avez sur vous. Donc le couple qui était là, mais aussi les gens qui nous écoutent. Ça c'était le premier point. Deuxième point, je pense que c'est un sacrifice qu'il faut faire. Encore une fois, c'est ce que je pense. Je vous force pas à le faire. Quand j'étais jeune, je me souviens sur Facebook, il y avait un groupe qui disait se bourrer, c'est du bonheur emprunté au lendemain. Et je pense que cette blague super pourrie de Facebook 2015, elle est très pertinente pour s'assumer dans l'islam. C'est-à-dire que tant que vous assumerez pas votre apostasie, tant que vous ne confronterez pas les gens que vous aimez sur le voile, sur le ramadan, sur tout ce que vous n'avez pas envie de faire, vous empruntez une liberté à demain. C'est-à-dire que demain, elle disparaît. Vous l'avez aujourd'hui, vous vivez tranquillement, en paix, personne ne vous emmerde, mais demain, cette liberté, elle disparaît un peu parce que vous l'avez empruntée.
Voilà, c'est juste une image pour vous dire que moi c'est pour ça que je fais ça, parce que je suis comme vous, hein, je fais ma vie, je me fais plus chier avec personne, mais il y a plus d'islam, il y a plus de prière, il y a plus de mosquée, il y a plus rien. Mais je pense que je suis en train d'emprunter la liberté des générations de demain. C'était les deux petites remarques que je voulais faire. Maintenant, merci Jack de m'avoir fait monter. Je voulais vous faire plusieurs annonces si vous permettez. Voilà, ça va être vraiment très très dynamique hein, les jours qui viennent. Donc déjà, Amir, moi je suis très très déçu que tu as dit que tu n'allais pas faire le ramadan, parce que moi je t'attends tous les soirs chez moi pour faire le ramadan du Koufre déjà. Donc, dans ce sens-là, si. Dans ce sens-là, j'abandonne pas l'espace public. Donc j'ai entendu Jack tout à l'heure. Super. Donc dès le premier soir du ramadan et tous les soirs, soit sur ma chaîne YouTube Alibaba, le sagesse d'Islam, soit sur TikTok, on fait un live où on lit les textes islamiques. On va lire les textes. Donc on va vous les montrer, on va vous montrer comment les autorités islamiques prennent tous les musulmans pour des abrutis. Vraiment, on va juste lire les textes comme ils sont, et vous allez vous rendre compte que les gens que les musulmans appellent des gens de science, c'est juste des gens qui vous prennent pour des idiots. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, rendez-vous demain 18h chez Irréductible Athée sur Twitch pour parler droits des enfants et religion, et 20h sur TikTok, je débat. Et j'espère que vous viendrez, vous êtes tous bienvenus chez moi les amis. Et enfin, la grosse annonce que je voulais faire, c'est un appel à l'aide. C'est moi qui vous demande de l'aide. Sonia Zadig, qui est une collègue, qui est une apostate tunisienne, qui a écrit beaucoup de livres sur les droits des femmes et les impacts psychologiques sur les femmes, notamment dans les pays musulmans, fait une étude académique. Elle est psychologue clinicienne, elle veut faire une étude sur l'impact de l'apostasie sur la vie des ex-musulmans. Donc elle va vous poser des questions, elle va faire un entretien d'environ 1h, 1h20, où elle va vous demander quel est votre environnement socio-économique. Elle va vous demander quand est-ce que vous avez commencé à douter de l'islam, quand est-ce que vous avez formellement quitté l'islam, quelle trace il vous reste de l'islam, comme Jack disait, hein, est-ce que vous dites encore sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous dites inshallah, est-ce que vous avez du mal avec le porc, est-ce que ceci, est-ce que cela, et quel avenir vous voyez demain, quel avenir vous voyez pour vous-même, quel avenir vous voyez pour coexister avec l'idéologie islamique, qu'est-ce que vous pensez de demain et de l'islam. Donc elle voudrait vous poser ces questions, elle va faire ça très sérieusement, hein. Elle travaille tous les soirs là-dessus, et elle va présenter ses résultats en compagnie de Florence Bergeau-Blaclair à l'Assemblée nationale en avril, et elle va publier l'étude Inch'Allah en juin. Et donc pour que l'étude ait un sens... Elle a besoin de combien de personnes? Parce que tu l'as pas précisé. Voilà, pour que l'étude ait un sens, elle a besoin du maximum de personnes. Non, t'inquiète, tu poses la question au bon moment. Okay. C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Et moi, Jack, je suis pas comme les autres. Quand tu poses une excellente question, je réponds à la question et pas à côté. Réponds à la question. Réponds à la question. On a besoin de combien de personnes? D'abord, faut que je t'explique un truc. Non, réponds d'abord à la question. Donc, pour que ce soit statistiquement significatif, elle a besoin d'un max de personnes. Et un maximum, ça veut dire au minimum 100. Et pas de maximum. Donc, elle y mettra le temps qu'il faut. Elle travaille le soir. Elle va vous prendre sérieusement en entretien. Si possible, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra pour lui parler? Si c'est pas possible, vous le faites sans caméra. Mais c'est pour qu'elle puisse aussi observer votre langage corporel. Elle note tout ce que vous dites à la main. Elle n'enregistre pas. Et ensuite, voilà, elle va faire une étude statistique sur les 5 points que je vous ai donnés et présenter les résultats pour faire changer les choses politiquement en France. Et comment rentrer en contact avec elle? Excellente question, merci de l'avoir posée. Donc, soit vous m'écrivez et je vous envoie le contact direct, soit vous m'écoutez maintenant, vous allez sur Discord et son pseudo c'est Zadig, Z-A-D-I-G 000, Zadig 000. Ou sur son site web, vous tapiez Sonia Zadig, S-O-N-Y-A Zadig. .fr et vous avez son site web, vous la contactez. Donc soit Discord, c'est le plus facile pour elle pour centraliser, soit le contact, elle reçoit l'email, soit à travers moi. Voilà, donc moi j'aimerais beaucoup que vous fassiez ce témoignage et je pense que ça vous offre aussi une porte. Parce que, comme ils l'ont dit avant, c'est difficile de témoigner devant 2000 personnes ou de témoigner sur Internet et ça reste. Mais peut-être vous contribuez et vous pouvez rester dans l'anonymat que j'ai choisi de garder. Voilà, donc c'est une personne de confiance, de mon point de vue. Elle a une approche assez scientifique, donc j'ai regardé ses études, j'ai regardé ses bouquins et moi ça me met en confiance, voilà, donc je me porte garant sur elle. Mais vous faites votre propre opinion, vous allez sur son site, vous regardez ses livres et si vous voulez me rendre service, s'il vous plaît, faites ce témoignage avec elle et
Et moi, cette étude, elle me servirait. Voilà. Merci beaucoup, Ali Baba. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en réaction au témoignage du couple franco-tunisien, c'est très, 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 très intéressant ce que tu as dit. Vraiment. Donc, merci beaucoup de la parole que tu apportes. Et moi, comme je l'ai toujours dit, hein, j'espère que les apostats français ne vont pas m'en vouloir encore, mais je le maintiens. L'avenir de la critique de l'islam en France, en premier lieu, c'est Ali Baba. Voilà, je vous le dis. Ah, merci, j'ai gagné le concours, les gars. Si vous pouvez soutenir qu'une seule personne, bah, c'est lui qu'il faut soutenir. Nous, on n'est pas français. Voilà. C'est-à-dire, il y a plein de trucs qui vont nous échapper forcément. Je sais pas pour Amina ou Karim, peut-être il y a une forme d'intégration avec la France, mais moi, c'est pas mon cas, je vous le dis. Donc, mais Ali Baba, je le trouve vraiment très, très intelligent, surtout j'ai décelé chez lui cette intelligence de reconnaître son ignorance. Et c'est ça, c'est ça que je cherche le plus. C'est-à-dire, quand il sait, ça, je l'ignorais, je vais pas me le cacher, je vais adopter ce que j'entends, je vais adopter cet argument, je vais adopter. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Désolé, Amir, je t'aime beaucoup, tu le sais. Je t'aime plus que Ali Baba, ça c'est sûr. Mais je trouve quand même Ali Baba très, très, je sais pas. Il y a un truc chez lui. J'espère qu'un jour tu vas te couper les cheveux parce que je sais pourquoi ils sont aussi longs. Vraiment, je l'espère. C'est pas par choix que tu le fais. Ça sera une bonne nouvelle. Voilà. Si un jour je te vois avec une nouvelle coupe, ça sera une très, très, très bonne nouvelle. Donc, est-ce que tu as un truc à rajouter ou quoi que ce soit? Parce que, oui, je vous assure, c'est pas pour, mais j'aime pas trop faire monter un sunnite alors qu'on est ici, c'est tout. Je trouve ça vraiment oppressant pour le. Oui. Non, mais je vais partir. De toute façon, il faut que j'aille me coucher. Deux petits mots de la fin, si tu permets. Le premier, c'est ce que tu as dit sur les sunnites qui ne montent pas. Moi, je suis très content. C'est-à-dire que quand on parle de la démocratie et quand on critique la démocratie, elle se renforce. C'est systématique parce que elle a cette mécanique de si je me trompe et qu'il y a de bonnes raisons, je m'améliore. Donc si les musulmans sunnites, ils veulent arrêter de parler avec nous et critiquer notre modèle, on va faire que gagner. On va que gagner. Si les musulmans, ils commencent à faire une critique de notre modèle, alhamdoulilah. Et eux, moi, j'arrête pas de le dire, la seule manière que l'islam a de survivre, l'islam sunnite au moins, c'est de ne pas en parler. C'est la seule manière que l'islam a de ne pas survivre. Donc si les musulmans, ils nous laissent en parler, on gagne plus vite. On gagne plus vite. Ils montent, défendent l'islam, on crée le contraste, on gagne. Ils montent pas, défendent l'islam, on parle de l'islam, les gens connaissent l'islam, on gagne. Ils parlent de critique de démocratie, on gagne. Le modèle, il est déjà mis de manière qu'on gagne. La seule réponse, c'est à quelle vitesse. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est pas le modèle émis de telle façon qu'on gagne. Les cartes sont distribuées? Non, il y a un petit point qui est essentiel. C'est celui de prendre la décision de défendre le modèle. Et donc, de prendre la décision de critiquer l'islam, de prendre la décision. Et ça, pour le coup, je suis désolé, mais en tant qu'Algérien, en tout cas moi, je pense pas français, peut-être un peu moins, mais c'est une décision qui prend un petit peu soit un peu d'inconscience, soit un peu de témérité, soit un peu de courage, soit un peu de motivation. Et c'est peut-être là où ça a pêché depuis 1400 ans. C'est là où ça a pêché. C'est-à-dire les gens n'ont pas pris cette décision de parler, de défendre leur modèle. Ah, ils l'ont pris, mais ils ont été traités avec pragmatisme, tu sais, ça peut arriver aussi. Ils ont été pragmatisés, ouais. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, des royalties. À chaque fois que vous étiez pragmatisé, il faut vous rappeler que c'est moi. Hein. Et le mot de la fin, ça m'a fait très plaisir, hein, Jack, que tu reconnaisses mon intelligence et la manière dont j'admets mon ignorance. Du coup, je voulais tous vous transmettre quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans mon apostasie. C'est une phrase que j'ai entendue la première fois dans le jeu The Darkest Dungeon, qui est un super jeu vidéo, vous devriez tester, et qui est de Epictet à la base. Donc, you never learn a thing you think you already know. Et c'est pas grave si t'as des mauvais goûts, Jack, en jeu vidéo. Donc, tu n'apprends jamais quelque chose que tu crois déjà savoir. Ouais. Alors, t'aimes pas le jeu, Jack? Vraiment, t'aimes pas Darkest Dungeon? Non, c'est pas mon truc. Mais la phrase, elle est très cool. Ouais. D'ailleurs, je la dis très souvent. Elle est même à la base de notre critique de l'islam. C'est pour ça qu'on pose des questions, nous.
pour que la personne en face se rende compte que finalement les affirmations et les positions qu'elle tient, ben, elle ne sait pas pourquoi. Une fois qu'elle se rend compte pourquoi il n'y a pas, parce qu'elle ne dispose pas de l'information, là, tu peux lui donner les informations, c'est-à-dire les hadiths, les tafassirs, les versets du Coran et tout. Mais si tu viens direct lui dire, voilà les informations, c'est ce qu'on appelle un débat de sourds. Et malheureusement, il en existe encore beaucoup. En tout cas, à mon goût, il en existe encore trop. Des débats entre croyants et athées, qui sont complètement des débats de sourds. Chacun donne des informations en espérant que l'autre va changer d'avis. Non, il pense qu'il a déjà l'information. Il va rien apprendre de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être une approche d'entretien épistémique pour le coup. Comment tu sais ce que tu sais? Une fois qu'il se rend compte qu'il n'a pas de raison de soutenir les positions qu'il a soutenues, là, il y a de la place à ce que tu donnes de nouvelles informations. Merci beaucoup, Ali Baba. Bah, merci. Donc, écrivez à Sonia, ZADIG000 sur Discord, ou à moi si vous n'avez pas retenu. Et je vous souhaite une bonne soirée, les amis, et à demain soir, 20h pour de nouvelles aventures. Et pendant tout le Ramadan aussi. Et pendant tout le Ramadan. Je vais peut-être dire aussi un mot.